Yo, salut tout le monde. La relation entre les professionnels du monde de la sécurité et les médias a toujours été un petit peu compliquée. Parfois on nous invite pour parler de sujets de société et d'actualité qui concernent tout le monde. Après tout, la technologie s'est glissée dans un petit peu tous les foyers, toutes les entreprises, voire même dans notre poche. Et puis d'autres fois, c'est pour traiter de sujets qui sont extrêmement techniques et qu'on nous demande de vulgariser rapidement et pour toute l'audience en quelques minutes. Comment faire pour trouver le juste milieu entre vulgarisation, précision et vérité lorsqu'on interagit avec un monde des médias qui, par définition, fonctionne bien plus vite que le nôtre? Et puis finalement, à force de vulgariser et d'intéresser le plus grand nombre, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce qui fait l'âme du monde du hacking? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. On se lance pour cette troisième partie. On a dit compétition et présence médiatique, deux sujets très intéressants. On va commencer par la compétition. On voit passer pas mal de choses en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. En termes d'événements, on a des conférences, on a des salons, on a des CTF en ligne, des CTF hors ligne. Il y a des events de Bug Bounty live comme vous avez décrit un petit peu plus tôt. Il y a du offline, du privé, etc. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui se passe en termes de compétition, alors hacking, mais plus précisément côté Bug Bounty, et comment ça se passe? Sur l'événement de Bug Bounty, on va voir. Ouais, on peut le diviser en trois grandes typologies de cas. Tout ce qui sera associé à un événement physique, donc généralement un salon, une conf. Tu vois, je prends l'exemple du FIC à Lille par exemple. Il y a un événement Yes We Hack de Bug Bounty en live, donc ça se déroule pendant les 2-3 jours du FIC. Là, plus récemment à la NullCon aussi, tu vois, donc un petit peu partout, dès qu'il y a une conf de sécurité, très souvent, tu auras un événement de Bug Bounty en live, et généralement avec l'acteur local, donc en Europe, c'est très souvent, très souvent du Yes We Hack. Ensuite, tu as effectivement les événements de Bug Bounty, les live hacking events qui sont un petit peu plus standards, qui sont pas adossés à ce genre de conférences-là. Alors pendant la vague Covid, ça s'était beaucoup fait en remote. Forcément, du coup, restriction de voyage, etc. T'en as quelques-uns qui se tiennent exclusivement effectivement en distanciel. Et après, généralement, traditionnellement, le live hacking event, c'était vraiment, on se retrouve tous à un même endroit. Les hunters qui sont invités, généralement, sont invités tout frais payés. Donc le déplacement, le logement, la nourriture sur place sont payés. Si tu veux ramener ta famille, tes enfants, etc. Bon, ça, par contre, c'est plus à ta charge. Mais à minima, du coup, le déplacement, ce qui est très confortable, du coup, est payé. Donc, bah, du coup, t'es logé sur site, tu vas sur la zone de l'event, et du coup, t'as vraiment l'arène, entre guillemets, sur laquelle bah, tu peux être posé et travailler avec tes collègues, quoi. On va dire, c'est les deux grands, ouais, ça, c'est les deux grands use cases. Le troisième qui commence à apparaître un petit peu, et ça, bah, du coup, c'est typiquement là, le format de la World Cup d'HackerOne. C'est le genre d'événements de Bug Bounty qui sont ouverts à tous en live, très souvent du coup en distanciel. Donc là, bah, c'est le cas, je disais, de World Cup Hacker One. On en papotait avec Chacal un petit peu avant le live, où il y avait eu un événement apparemment il y a quelques temps sur Yahoo aussi. Donc tu as des événements qui sont beaucoup plus rares, mais qui sont eux full distanciel et ouverts à tous. Ok. Alors, le premier invité que j'avais eu, j'étais tout seul à l'époque dans Cybertalk, c'était Disnob. On avait parlé un petit peu de la Pwn. Est-ce que ça rentre un peu dans ce scope? Est-ce que c'est sorti? Est-ce que c'est pas la même chose? C'est que pour les 0D? Comment ça se passe? La Pontoon, pour le coup, elle est un petit peu en annexe. Parce qu'effectivement, c'est généralement du push Enfin, c'est généralement des chercheurs qui viennent présenter leurs travaux de recherche et qui viennent pusher la Zero Day avec... Victor m'annonçait encore des montants records qui étaient mobilisés là sur cette année. Si je dis pas de bêtises, c'est plusieurs millions. Enfin, c'est 1 ou 2 millions. Ouais, ça continue à monter d'année en année. Tu vois, le format et les règles sont très différentes et elles sont très spécifiques à cet event au final. Parce que tu vois, tu te retrouves avec une présélection de produits. Alors, il faudrait que je revoie les règles exactes, mais tu as une présélection de produits qui est pressentie. Parfois, il y en a certains que tu connais vraiment à la dernière minute, donc les gars se retrouvent une semaine avant à aller pousser ou à chaîner toutes leurs vulnérabilités. T'as certains constructeurs qui jouent moins le jeu, ou parfois bah, ils peuvent patcher ou modifier un petit peu avant, donc ce qui rend des chaînes instables. Et du coup, tout le tournant entre guillemets se fait sur la démonstration, le POC technique qui est fait en live.
Ou bah t'as ce petit stress de bon sang, attends, ça marchait sur ma machine, pourquoi ça marche plus au moment de la scène de démo. Donc c'est un petit peu différent, tu vois, comme format de compétition. Effectivement, ouais, t'as ZDI qui est un autre format de hacking event, quoi. C'est moins c'est l'aspect très live où on se regroupe tous ensemble sur un delta T spécifique. Au final, l'aspect Puntun, tu t'es censé pouvoir le préparer au final sur un delta T un peu plus large, quoi. Ouais, puisque effectivement, tu vois, je crois que cette année, série disait, il y a Synactive qui va pour des nouveaux exploits sur la Tesla. T'as des exploits sur tout ce qui est browser type Chrome, etc. De mémoire, dans l'historique, généralement, t'as un ou deux trucs sur des routeurs Netgear ou Cisco. Je me souviens plus de la marque qui se fait généralement la plus harcelée et autres. Mais les mecs se retrouvent effectivement avec 10 mois ou un an de préparation au préalable, sur lesquels ils savent à peu près la typologie de scope qui sera présente. Et tu as une demonstration room où tu touches une vuln par 0 day validé. Et après, sur la manière dont c'est traité, est-ce que c'est un acteur tiers type ZDI qui la rachète et qui en contrepartie te file une enveloppe? J'ai pas toutes les modalités financières propres à l'event. Et pour le coup, c'est vraiment tu viens, tu fais ta démo et tu présentes ton travail de recherche que tu as préparé sur Aide-moi. Donc l'aspect live, comme le disait Victor, effectivement, tu es moins dans l'instantanéité d'un live bug bounty où le truc est lancé et il t'annonce le scope ou il t'affiche l'étiquette du terrain de jeu sur les 48 prochaines heures au moment où l'event est lancé. Alors, si on parle d'event, il y a un event qui a commencé ce soir. Est-ce que vous pourriez nous en parler et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé l'année dernière? Alors, ce soir vient d'être lancée la deuxième Coupe du Monde. Je fais exprès de mettre des guillemets parce qu'effectivement, vu qu'on est sur la course qu'on évoquait tout à l'heure d'une plateforme à l'autre, sur le fait d'organiser les plus gros events, etc. Mais HackerOne a lancé pour la deuxième année consécutive ce qu'ils appellent la Ambassador World Cup, donc la Coupe du Monde des ambassadeurs de Bug Bounty. Le terrain de jeu, quel est-il? En fait, c'est des programmes qui sont dont les aspects de triaging, donc de qualification des rapports, sont gérés par une partie des équipes de HackerOne. Et effectivement, ils ont lancé cette deuxième année de la Coupe du Monde. On avait remporté l'année dernière en tant qu'équipe de France. On faisait partie de l'équipe de France. On avait remporté, on était sorti finaliste et vainqueur de la première édition l'année dernière. Qui était sur un format totalement différent parce qu'on parlait il y a un an d'un mois, voire même plutôt 3 semaines de compétition pour faire les 16e, 8e, quart, demi et les finales. À chaque fois agrémenté en gros de 4 jours pour envoyer les rapports, 4 jours d'attente pour que les équipes de triaging qualifient les rapports, calculent les points et nous annoncent officiellement qui passait à l'étape d'après. Cette année, c'est la deuxième édition sur un format totalement différent. Bien plus large en termes de fenêtre temporelle, puisqu'on parle de quasiment 9 mois de compétition. Donc ça démarre là, ce soir, pour une première phase, sauf erreur de 2 ou 3 semaines. On pourra communiquer, je ne sais pas dans quelle limite à l'égard de cet événement. On verra dans les jours qui viennent ce qu'on peut dire de ce qu'on peut pas dire. Mais on repart finalement sur une compète là, de quasiment 9 mois, donc bien plus éprouvante, avec du temps à allouer en termes de bug bounty assez agressif, parce que si à chaque phase tu te retrouves à bloquer 3 semaines, je te laisse calculer le nombre d'heures qu'on va passer à hunter. Par contre, sur les premières annonces et sur les premiers programmes qui nous ont été présentés, avec des scopes de rémunération comme d'investigation qui sont plutôt intéressants et beaucoup plus généreux que l'année dernière. Donc là, on attaque cette deuxième phase en acceptant de remettre notre titre en jeu, sans savoir ce que ça va donner. En sachant que l'équipe de France, où l'année dernière c'était le club Bordeaux et tout le monde était dedans, bah, la scène ayant évolué cette année, l'équipe de France, c'est pas une mais 2 équipes. Une équipe HackerOne Paris, une équipe HackerOne Bordeaux, l'historique. Donc qui se retrouvent dans des pools de compétition différents, à se fight et à se challenger contre des pays différents. Donc potentiellement une probabilité de se retrouver éventuellement avec 2 équipes françaises en finale, sait-on jamais, on verra ce que ça donnera. Mais ça y est, c'est reparti là et plein gaz, donc les nuits vont être courtes sur les semaines à venir.
Comment ça se déroule, en gros? Victor, si tu veux m'aider, j'ai pas révisé. Attends, je vais tricher, j'ai le scoping document pas très loin de chez moi. C'est vrai, j'ai vu qu'il a été envoyé, je l'ai pas encore ouvert le PDF. C'est bon. Ok, donc là on est sur le premier segment du 13 au 27 mars, où il y a plus de 29 équipes et 650 hackers qui vont s'affronter effectivement sur un jeu de 5 clients, on va dire 5 grands clients différents. L'idée générale, c'est effectivement pour chaque rapport qu'on pousse, indépendamment de la récompense financière, on va être attribué un certain nombre de points en fonction de la criticité. Par exemple, une low, ça sera donc criticité faible, c'est 2 points, une critical, ça sera 12. Donc l'idée, c'est d'incentiviser, de pousser vers le fait de rapporter, on va dire, le maximum de points et de vulnérabilité. Et en fait, au final, au fur et à mesure de ces différentes étapes, les différentes poules de compétiteurs, du coup, vont être comme sur une Coupe du Monde, les compétiteurs vont être progressivement éliminés jusqu'à arriver sur un format Coupe du Monde, donc tu sais, la présélection, les 16, 8e, quart, demi, jusqu'à la finale ultime qui devrait se dérouler d'ici la fin de l'année. Question bête, hein, mais ça sert à quoi ces compétitions? Bah en fait, concrètement, le live hacking event, parce que là en fait, pour moi la question s'applique vraiment au live hacking event, ça te permet de fédérer instantanément une communauté de personnes qui ont un certain niveau technique ou certaines compétences techniques très spécifiques, de les fédérer pendant un delta T. Et de les faire travailler exclusivement sur une personne. Concrètement, c'est se payer pour les entreprises qui peuvent se le payer. Et là, ça fait très très grosse cheville de le dire, mais quand tu es sur un live hacking event, entre guillemets, tu te payes les meilleurs hackers de la plateforme, rien qu'à toi, sur ton périmètre. Et derrière, en fait, ça te fait presque une mise en conformité gratuite. Enfin, gratuite, non, pas gratuite du tout. Ça te fait une belle mise en conformité avec des profils techniques très compétents en un data qui est extrêmement réduit. Et au final, en fait, dans la continuité des pentests, eux, ça leur permet de s'assurer qu'en fait, un périmètre a été bien clairement rincé. Tu vois, d'un point de vue vulnérabilité, quoi. De manière complémentaire pour nous, alors parce que c'est vrai que Victor a décrit quel est l'intérêt finalement de ce genre de live hacking event pour le client final, comme pour la plateforme qui se retrouve à faire de la pub en disant bah j'organise, je suis l'organisateur des World Cup, etc. L'intérêt qu'on en tire en tant que chercheur, c'est le fait de aussi pouvoir communiquer, parce que quand tu es sur du pentest, on l'évoquait au début de la soirée, tu es sur des engagements de confidentialité forts, c'est difficile de pouvoir dire bonjour, entreprise Toto m'a fait confiance et m'a demandé de l'éclater, et effectivement sur ces 20 sites industriels, on a fini admin du domaine 19 fois. Voilà. Le bug bounty, d'une certaine manière, pour nous, c'est une vitrine, dans le sens où tu perfs, tu fais un résultat, tu es sur des entreprises qui sont suffisamment matures pour se dire je peux me permettre de dire que je fais appel à des hackers à travers tout le globe pour me tester, pour trouver des vunes. Effectivement, sur ces 3 semaines d'activité, il y a telle équipe qui a réussi à me poutrer et ils ont trouvé tant de failles. Alors ça rentre pas forcément dans les détails très macro-techniques, mais c'est une vitrine que derrière tu peux réutiliser quand tu vas voir un client X ou Y à qui t'explique que effectivement tu as fait le choix de pas te faire certifier PASI par l'ANSI par exemple, qui est une certification délivrée pour dire je suis un organisme ou une entité certifiée sur telle typologie de secteur d'activité un peu touchy. Bah en fait on fait ce genre d'event de 1 parce qu'on peut prendre le risque financier, et on fait ce genre d'event de 2 parce que derrière c'est une vitrine commerciale en disant bah tu vois, on peut dire librement sur l'année 2022 on a fait Doctolib ou Decat sur les derniers events OFIC, et effectivement on a été en capacité de les compromettre et de trouver des vulnérabilités qui étaient d'un niveau de criticité fort. Et on est reconnu, et ils nous ont reconnus pour le travail effectué. Derrière ça, en fait, ça aide énormément à convaincre certains clients qui te disent mais vous êtes 10, vous débarquez d'où en fait. Donc ça c'est l'intérêt que nous on y trouve. Tout à l'heure, Doomer, tu avais dit quelque chose qui fait écho. C'était le côté fédération de communauté. Alors, moi, j'y traîne assez peu dans cette communauté pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, je suis occupé à autre chose. Mais est-ce qu'il y a une communauté de bug hunters qui se fait autour des teams pro, par exemple, tu vois, on parle de compétition, etc. Est-ce que c'est plein de petites teams isolées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive qui cimente un petit peu tout ça? Est-ce qu'il y a... Alors,
on m'a dit qu'il y avait des Discord qui s'étaient créés récemment autour de certaines personnes ou certains sujets. Est-ce qu'il y a cette dynamique qui s'est créée récemment ou dans les dernières Ça a années? toujours été très fragmenté, effectivement, avec des Discord qui étaient soit axés autour d'une plateforme de bug bounty, autour d'un influenceur, tu vois, autour d'un intérêt commun. Je te prends mon parcours perso, en 4 ans par exemple, j'ai dû sauter, tu vois, comme une puce, tu sais, de Discord en Discord en Discord en Discord en Discord, en connaissant finalement, en connaissant et pardon, en rencontrant de nouvelles personnes. Donc effectivement, oui, très éclaté, très dispersé, par centre et par topic. Par contre, à l'échelle française, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a 1 an et demi maintenant de ça, on a un premier Discord qui a commencé à s'ouvrir côté communauté française, mais pareil, c'est un Discord qui est très restreint, où on se connaît tous, c'est plus des vétérans du bug bounty qui veulent échanger un petit peu entre eux et qui font rentrer très progressivement, on va dire, des jeunes ou de la communauté qui est assez nouvelle, mais tu vois, on n'est pas encore sur une fédération à une échelle nationale ou au format vraiment équipe pro de France, quoi. Dans le cas de la World Cup, là, en l'occurrence, effectivement, il y a un Discord avec chacune des équipes de France, mais tu vois, une fois de plus, c'est lié à un événement ou un contexte assez spécifique et assez précis. Et au final, du coup, tu mets aussi le point et le doigt sur sur notre sujet, c'est la notion d'isolation du hunter. Quand tu commences, tu es seul face à ton écran. On va dire, tu as des communautés qui sont parfois très larges, mais tu te retrouves très facilement noyé dans la masse, on va dire, d'anonymes sur lesquels les relations, c'est difficile de s'en faire quand tu es dans un groupe tout seul. Et donc c'est pour ça que on met aussi beaucoup l'accent sur les réseaux sociaux, c'est pas hésiter à sauter de Discord en Discord, papoter avec les gens, commencer à connaître des gens un petit peu, tu sais, de manière plus personnelle. Et en fait c'est comme ça qu'au final tu te retrouves dans des communautés qui sont plus petites, qui sont plus chaleureuses, avec lesquelles tu as des échanges, tu progresses ensemble, mais tu restes in fine, tu vois, sur cette approche très fragmentée qu'on vient d'évoquer. C'est assez intéressant parce que on l'a vu cette année justement avec le fait qu'on soit passé de une équipe de France à 2 équipes de France entre les 2 éditions proposées par H1. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Et si on fait le focus justement sur les avantages que ça apporte, chaque équipe de chaque ambassadeur était limitée historiquement à 23 joueurs, si je dis pas de bêtises, ou 23 chercheurs inscrits dans chaque équipe. Ce qui fait que cette année, en se retrouvant, l'année dernière, on était quasiment salle comble avec les 23 chercheurs où on se connaissait tous. Cette année, l'avantage, c'est en faisant 2 équipes, même si effectivement on risque de se retrouver à terme en compétition mutuelle, tu trouves le format cool où tu te dis, bah, avec l'équipe de Paris et avec l'équipe de Bordeaux, bah, on double le nombre de slots disponibles sur ce genre d'event, ce qui fait que bah, des hunters qui sur l'année 2022 ont commencé à publier sur H1, ont lâché quelques partages de ce qu'ils avaient trouvé sur Twitter et autres. Ça permet de fédérer de manière plus large et de commencer à ouvrir progressivement en disant bah ceux qui sont là depuis effectivement 5-6 ans, bah en fait c'est pas les seuls. Et ça y est, enfin, t'as des profils plus jeunes qui arrivent. T'as des profils qui sortent d'école, t'as des profils qui étaient très discrets jusqu'alors, ou alors qui n'avaient pas forcément commencé le bug bounty, mais qui, ça y est, se lancent, et du coup, bah, tu peux mettre en avant, tu peux échanger avec eux, et c'est des gens qu'on connaissait pas. Donc ouais, ça fait Enfin, le fait d'avoir fait 2 équipes, je trouve que ça aide à fédérer au sein de la commune, et d'avoir un modèle qui est pas purement exclusif, le cercle fermé, et on s'isole dans notre coin, et on parle pas aux autres, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ok. Et alors, question qui est liée, je pense aussi à ça. On est dans un milieu donc qui est compétitif. Là, on parle de compétition. Le bug bounty de base, ça reste assez compétitif quand même. Je veux dire, si le copain d'à côté te trouve la prime avant toi, ben, c'est pour lui. Est-ce qu'il y a, comme on pourrait le deviner, énormément de problèmes d'ego, ou est-ce que ça se passe relativement bien? Je veux dire, dans la cyber, en règle générale, de base, il y a pas mal de soucis d'ego, on va dire, il y a pas mal d'extrêmes. Des gens qui se sous-estiment massivement, qui se surestiment massivement, ce genre de choses-là. Est-ce que dans la compète et dans le bug bounty, c'est exacerbé encore, ou finalement, est-ce que vous n'avez pas remarqué plus que ça? Tu veux y aller ou... Très bien, question suivante alors. Non, mais les 2 IP Nice là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la même base. Je dirais que c'est la même chose. C'est parfaitement la bonne expression, ouais. IP Nice, ouais, effectivement.
Ouais, c'est ça, c'est la même chose, le fait de secouer son pénis, c'est tu vois, le bug bounty, ça apporte un autre point, c'est que tu vois, t'as un système de points, t'as un système de ranking, t'as un système de primes, etc. Donc ça te permet très rapidement de secouer ton ego, on va dire, en disant: «Ah tiens, j'ai remporté tant, j'ai remporté tant, j'ai remporté tant». Donc tu vois, forcément, à partir du moment où tu fais rentrer, alors je caricature, hein, tu fais rentrer du cash, de la réputation et de la compétition, et tu mets tout ça dans un mixeur, forcément c'est un cocktail explosif en termes d'ego. Par contre, du coup, faut pas négliger que tu as quand même une tendance qui derrière est positive. C'est-à-dire qu'en fait, en contre-pied du cliché de l'ego poussé du hunter qui s'achète une quinzaine de Ferrari Testarossa et qui fait des drifts en disant j'ai encore touché 150 000 balles. T'as en fait t'as un mouvement inverse qui reste ok les gars, vous êtes bien gentils, mais oubliez pas d'où vous venez, dans le sens où en fait on vient tous de la communauté, on a tous appris des autres, et si on en arrive là où on en est, c'est ok, beaucoup de travail perso acharné, mais on a appris de ce qui était disponible sur internet, c'est-à-dire qu'on a appris de nos aînés et de nos pères. Et second point, vous êtes bien beau avec tout ça, mais la passion dans tout ça, elle est où? Et au final, le motif, enfin, en dehors du moteur qui est de l'argent et qui permet de financer l'effort, le moteur qui est derrière, en fait, c'est cette notion de passion et cette notion de partage et d'apprentissage. Donc en fait, tu as un équilibre qui se crée. Bien que tu aies un cocktail explosif d'ego et de cash, tu as quand même en fait des valeurs auxquelles les gens restent fidèles, et c'est ça que je trouve beau dans le hacking au sens général, plus que même spécifiquement appliqué au bug bounty, quoi. Pour le coup, j'ai pas grand chose à ajouter vis-à-vis de ce qu'il vient de dire. Mis à part qu'effectivement, on a parlé de la collab sur le bug bounty tout à l'heure. C'est le fait de se dire, il faut pas laisser l'aspect pognon ou argent tuer l'essence même et les valeurs qui gravitent autour de la collab, qui sont en fait le mindset historique qu'on a sur le hacking. Le fait de se dire moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, on n'a pas la science infuse, chacun a pris de manière unitaire et segmenté dans notre coin. Par contre on va s'allier, et en s'alliant on va être capable d'aller trouver telle vune sur tel scope sans prise de tête, parce qu'en fait on est capable de manière intelligente dès le début de se dire je sais pas, si on arrive à POC quelque chose, on fait 50-50 en termes de rémunération qu'on va potentiellement toucher. À partir du moment où tu arrives à avoir cette intelligence là et tu mets le focus sur le fait de dire notre but premier c'est d'aller trouver de la vune et de mettre en corrélation nos savoir-faire respectifs. À partir du moment où tu arrives à respecter ça, en fait il n'y a aucun souci, aucun sujet. Il y aura toujours des problématiques d'ego de chacun, etc. Après, je pense qu'il faut pas y apporter d'attention parce que ça gâche plus qu'autre chose. L'état d'esprit de fond, en fait, c'est le hacking, c'est du partage. Le hacking, c'est le fait de se dire, ouais, c'était ça. Dans les années 60, les mecs se regroupaient. T'avais celui qui avait le papa qui était capable de lui sortir des PCB à moindre coût, l'autre qui avait le fer à souder parce que le boulanger du coin lui avait prêté. Je caricature, mais c'était ça. C'est tu mets une alliance, tu mets dans un pot commun des savoir-faire uniques de chacun et respectifs, et c'est grâce à ça que tu arrives à faire des trucs stylés. Et ça, il faut qu'on arrive à faire perdurer cet état d'esprit, parce qu'au final, c'est notre job. Et c'est grâce à ce genre d'approche que ça fait plus de 60 ans que ça existe, en fait. Donc le drama, si on lui laisse de la place et on lui accorde de l'importance, j'ai peur que ça nuise à cet état d'esprit historique. On va avancer un petit peu, on va sortir de la compétition pour l'instant. J'imagine qu'on y reviendra dans les histoires à la toute fin de cette émission. On va parler un petit peu plus de médias. Vous êtes très présent médiatiquement, en tout cas pour des hackers, on va dire. Moi, là, cette semaine, du coup, pour une fois, j'ai préparé l'interview comme il fallait. Et je me suis tapé pas mal de docs, etc. Balance, hein, il ne prépare jamais. Oh, c'est faux, c'est faux. Un peu plus que d'habitude, du coup. Vu la liste des questions qu'on a reçues, en tout cas, le travail en amont avait été fait de manière plus que respectable. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, en fait, j'essaye de pas trop me spoiler et je laisse Nobosaurus me corriger si je raconte des bêtises. Là, cette fois-ci, je me suis un peu bougé les fesses et j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, j'ai lu pas mal d'articles dans les journaux, j'ai trouvé beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, j'ai refait l'interview Thinkerview, les vidéos chez Micode, Underscore, etc. On vous voit quand même un petit peu partout. Et ma question, c'est pourquoi se donner la peine
de faire tout ça, alors qu'a priori vous êtes si occupé côté BZ Hunt, Coupe du Monde et autres bounty? Première réponse simple, parce qu'on ne fait pas de prospection commerciale. Aujourd'hui, l'entreprise se développe, on ne va pas chercher nos clients. On ne fait pas, je sais pas, du bot LinkedIn, effectivement, à demander bonjour, est-ce que vous voulez acheter notre pentest? Ça fait 2 ans et demi qu'on existe et seulement le mois prochain arrive pour la première fois un directeur commercial. On est des gars, enfin oui, au niveau de l'équipe tech, je peux faire ce raccourci-là. On est des gars principalement issus de la tech avec une finalité où quand on bosse au quotidien, on essaie d'avoir des trucs qui fonctionnent et on se dit bon bah là il faut sortir ça et autres, et on se pose seulement après des questions de en fait le truc qu'on a fait est pas trop dégueu, il y a moyen de le commercialiser et les clients nous demandent à ce qu'on le commercialise, mais comment on fait? Bah là il n'y a plus personne parce que c'est pas notre cœur de métier. Donc les médias en fait sur toutes les actions médiatiques qu'on a menées depuis 2 ans et demi, ça nous a permis effectivement de nous faire connaître. Ça nous a amené des clients, ça nous a amené des prospections qu'on a converties en clients parce que en faisant la qualification avec ceux-ci, ils ont vu qu'on pouvait répondre de manière cohérente à leurs besoins. Donc avec du pentest, avec tout ce qu'on a évoqué. Ce qui fait que les médias et l'exposition médiatique amènent notre principale source de revenus, c'est-à-dire des missions qui rentrent et qui nous occupent au quotidien. Pourquoi on continue de le faire? Pour 2 raisons. Il y a effectivement un intérêt business d'une part, que je viens de décrire, et l'autre intérêt, c'est celui de se dire, aujourd'hui quand tu ouvres la presse, ou si je devais demander à n'importe qui de définir le terme hacker ou hacker éthique, la définition qu'on aurait en contrepartie, et je peux vous dire qu'on en a bien débattu avec notre avocat Marc-Antoine Ledieu sur le sujet. Le hacker en 2022, un hacker, quelqu'un qui se retrouverait devant un tribunal, s'il devait se définir en tant qu'hacker, il finira en prison. Tu ouvres un Larousse aujourd'hui, j'ai dit 2022 mais on est en 2023, tu ouvres un Larousse de nos jours, la définition qui figure dans le dictionnaire, c'est celle qui prévaut au niveau des tribunaux. Le hacker dans les années 60, si on reprend la genèse et l'histoire de la culture du hacking à travers le globe, c'était pas ça finalement le hacker, c'était pas quelqu'un qui se lève et qui agit dans l'illégalité. C'était quelqu'un qui était passionné, qui faisait partie du club du MIT où il bricolait effectivement les locomotives. Sauf que même s'il y a eu d'une manière certaine une façon de figer la définition dans les années 93 avec la RFC qui a été publiée qui définissait ce qu'était un hacker, c'est-à-dire un individu passionné de bidouille dont la spécialité c'est le détournement du fonctionnement des systèmes informatiques ou électronique, il n'y avait pas de notion d'illégalité qui était rattachée à cette définition. L'histoire et la manière dont les médias ont présenté les hackers au-delà des clichés à la NCIS à la con ou des Mister Robot personnages sur fond de schizophrénie latent, en fait se sont malheureusement retrouvés à contribuer à l'altération, à la déformation de la définition historique. Donc on s'est retrouvé d'un hacker qui était finalement quelqu'un de passionné, de curieux, de touche-à-tout et passionné de bidouille, à un personnage dépeint comme agissant dans l'illégalité pure, et surtout cette altération de la définition, elle a fini par se retrouver dans le dictionnaire qui serait utilisé, ce sur quoi s'appuierait n'importe quel juge dans un tribunal de nos jours. Donc ces actions médiatiques, on les fait avec un but simple, c'est derrière le terme un peu clickbait qu'on utilise souvent, c'est redorer l'image du hacking. En fait non, c'est juste redonner la bonne définition à ce qu'est le hacking, donc qu'on puisse refaire de nouveau un distinguo dans la presse entre le hacking d'une part et la cybercriminalité de l'autre, afin en fait de derrière essayer de se rattacher à cette culture historique qui a plus de 60 ans. Alors c'est peut-être pas le bon choix stratégique que de vivre ou d'essayer de se rattacher à des valeurs du passé, mais en tout cas sur la manière dont le sujet a évolué, en tout cas c'est pas la bonne approche qui a été menée. Et on considère un peu quand même que c'est notre taf d'essayer de se rattacher à celle-ci et de remettre les points sur les i et les bonnes définitions en face des bons mots. Voilà pourquoi on fait ça. Que vous estimez que c'est votre taf de le faire, mais est-ce que ça reste quelque chose d'agréable? Vous le faites parce que c'est le taf, en fait, un mal nécessaire. Et il y a une suite à la question, est-ce que vous avez un retour positif ou négatif du public, qui soit de la commu, infosec, cyber, etc., ou du grand public?
Ça serait, bon, ce serait hypocrite de dire que c'est désagréable de le faire. Bon, on peut sortir les anecdotes sur les journalistes, hein, on en a quelques-unes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'au final, ça nous permet de défendre quelque chose qu'on a à cœur. Tu vois. Donc au final, c'est pas désagréable de le faire. Et de manière complémentaire par rapport à ce que tu disais, non, généralement, les retours qu'on a sont super positifs. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est pas chiant à faire de base. Et en plus, quand tu as des retours qui sont agréables, forcément, ça te donne envie de continuer. Par contre, effectivement, sur les différents profils que tu peux rencontrer, ou parfois on te pose les mêmes questions, ou la première fois que tu rencontres quelqu'un, on te dit bon alors du coup ça fait combien de temps que vous avez arrêté de faire des choses illégales? Putain, ça commence bien. Voilà. Et effectivement, tu as une part de répétition aussi dans le discours de fond. Donc oui, on peut se plaindre que c'est désagréable parfois de répéter toujours la même chose, mais c'est plus des bons problèmes parce qu'on a la plateforme pour s'exprimer et qu'on peut s'exprimer parce que bah, on arrive à avoir une place dans les médias plutôt que l'inverse, d'essayer de crier au vent sans que personne n'écoute. T'as eu ça en fait, c'est vrai que t'as le. Enfin, Victor a cité l'exemple de ça fait combien de temps que vous avez arrêté de faire des choses illégales. C'est vraiment une situation qui nous est arrivée, alors pas avec un ou une journaliste, mais avec une déléguée du ministère, enfin une diplomate du ministère qui effectivement a eu vent que deux hackers étaient invités à tel événement et elle débarque en mode bon bah ça fait combien de temps que vous avez arrêté de faire des choses illégales. Moi j'ai un copain, il faisait des décodeurs Canal+ à l'époque et tout, il a fini en prison, enfin bon bref. Vraiment dans le full cliché. Donc les clichés ont la vie dure, les stéréotypes aussi. Après si personne le fait, je pense que personne pourra le faire pour nous. De se dire bah on se fait chier des fois à accueillir certains journalistes où ils débarquent et la première question qu'ils vont te demander, où t'as l'impression que c'est un cliché du youtubeur, c'est Bug Bounty Hunter, ça gagne combien? Il me faut un salaire mensuel et j'aimerais bien aussi voir votre déclaration d'impôt avant de se concentrer sur le discours de fond. T'auras encore, enfin je pense qu'on va encore continuer à se traîner ces casseroles-là, mais si on n'essaye pas de changer la donne, on n'arrivera pas à déjà juste retrouver des bases saines qui sont hacker. En fait c'est pas cybercriminel, donc on arrête les conneries sur la manière de faire les gros titres de la presse bien alarmistes de le hacker qui a volé les photos, les nudes de Britney Spears et qui les a rediffusées sur je ne sais quel réseau. Donc travail d'éducation est long, il est frustrant, il est assez similaire à celui qu'on a sur l'éducation, hein. Faut pas se leurrer, mais bon, faut qu'on continue. Après ça fait partie du taf de fond et quand tu vas en interview, quand tu acceptes une interview, très honnêtement, tu peux pas pré-shot en avance de phase ce que tu vas avoir en face en termes de soit sollicitation, soit d'interrogation. C'est très clairement un random.org quand tu t'engages sur ce genre de sujet. Vous êtes bon client quand même. Enfin, pour avoir vu, bah, j'ai pas tout vu, hein, mais j'ai vu pas mal d'interviews, j'ai vu pas mal d'interventions. Niveau soft skill, vous êtes quand même bien avancé, on va dire. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris ou c'est assez naturel pour vous, enfin l'un ou l'autre. Comment ça s'est passé cet apprentissage du soft skill et de Vis-à-vis de l'interview? Vis-à-vis de la communication, Ouais. la prise de parole. Ouais, parce que vous êtes en décalage, vous n'avez pas du tout la même façon de. Vous n'avez pas le même discours, vous avez le même fond, mais pas la forme, en fait. J'aimerais savoir si ce soft skill, cette communication, c'est quelque chose que vous avez appris. Ok. Bah, vas-y, Doomer. De mon côté, je pense que c'était plus c'était peut-être plus à la fac où j'ai eu l'occasion de pas mal parler soit en public, soit de faire des rétextes sur des confs vis-à-vis des étudiants, etc. Donc, ce qui était assez paradoxal parce que j'étais sans doute le moins assidu, mais j'avais quand même à donner les leçons. C'est assez ironique, mais tu vois, j'avais eu l'occasion de pas mal papoter en public, donc tu vois, ça forme, ça te donne une petite base et ça enlève, je pense, le point le plus critique quand tu veux t'exprimer en public, c'est en fait le stress de parler devant des gens. Et une fois que tu as réussi à éliminer ça et que tu peux formuler tes idées plus tranquillement,
Tu vois, derrière, ça te laisse plus de marge pour travailler sur tout le reste, c'est-à-dire avoir un discours cohérent, axer ses idées, ordonner ses idées. Tu vois, si t'arrives, même avec tes idées bien ordonnées, mais que t'es complètement en PLS devant un public, malheureusement, ça va se ressentir, il y aura, tu vois, un malaise dans l'audience, quoi. Et après, effectivement, au fil du temps, et au fil du fait de parfois de tomber sur des questions qui sont complètement désarmantes, tu vois, finalement, tu finis par lier les wagons entre eux, ou tu vois, rattacher à quelque chose que tu connais et que tu sais. Donc au final, avec la pratique, tu finis par pouvoir sauver plus facilement une situation qui aurait pu être autrement malaisante, quoi. De mon côté, en termes de soft skills, j'ai pas particulièrement travaillé le sujet de manière unique, quoi, genre en mode il faut que je m'entraîne à la prise de parole ou autre. Je pense qu'il y a un peu de déformation professionnelle. Le fait de manger de la restite, de parler à un client qui est pas forcément éduqué sur le sujet cyber, de vulgariser ou autre, ça t'aide en fait et ça te file des armes. Sur le reste du fond du discours, je pense que c'est l'émotionnel qui porte d'une certaine manière. Quand t'as galéré 15 piges, où l'anecdote n'a pas été sortie ce soir, mais effectivement il y a 15 ans, en tant que chômeur ou au RSA, tu prenais ta bagnole à tes frais pour faire le tour du Finistère, t'allais voir toutes les officines en leur expliquant pourquoi le prestataire de service qui leur mettait du web, du wifi en web sur toutes les officines du Finistère avec le mot de passe qui était identique au nom du point d'accès sur lequel tu avais accès à de la carte vitale, de la truc et autres. Ça forge un peu le caractère. Alors ça forge pas de la bonne manière, parce qu'au début, ce que tu nourris principalement, c'est de la rancœur ou de la colère en te disant putain, j'ai des compétences, je suis dans la capacité de les mettre réellement au service des entreprises françaises. Je comprends pas pourquoi j'ai beau taffer, finalement on m'offre pas de boulot. Je suis citoyen français, quand je vais voir ce genre d'acteur, je suis pas là en mode je veux de la thune en fait. Je le fais en mode je suis client. Et le seul intérêt que j'y ai, c'est de savoir ce que vous faites au quotidien. Ça protège un minima les données que vous avez à mon égard. Donc en fait, ça t'apprend la résilience dans la douleur, hein, faut se le dire. Par contre, c'est formateur dans la manière de dire, il y a tellement plus grave vis-à-vis du scénario qu'on dépeint, du discours des fois un peu alarmiste qu'on décrit dans les médias, au niveau de la presse, sur à quel point on est en train de foncer droit dans le mur, de voir la résilience est d'autant plus renforcée par nos représentants politiques aussi, à qui tu tires la sonnette d'alarme et sur lesquels c'est une fin de non-recevoir que tu reçois en face, qu'au final c'est très très formateur sur la manière de tenir un discours de voilà la situation, c'est grave mais c'est pas si grave que ça parce que regardez il y a tout ce bordel à côté sur lequel ça bouge pas et en fait ça te forme naturellement, c'est un peu dans la souffrance mais c'est vraiment formateur. Donc il n'y a pas eu de... Enfin j'ai pas passé de temps dédié mais c'est... Ouais je pense que c'est l'expérience qui doit jouer d'une certaine manière parce que quand t'as bossé plusieurs dizaines de milliers d'heures, t'as eu l'occasion de voir plein de sujets différents. Donc au bout d'un moment, t'arrives à voir soit des schémas types sur lesquels tu peux factoriser, effectivement faire restituer sur une analyse de tendance de est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça se dégrade, et à le partager de manière simple parce que t'as eu plein de types d'acteurs en face avec des niveaux de compétences totalement différents et il faut adapter le discours. Pour la suite, j'ai sélectionné j'ai sélectionné 3 passages dans des médias qui nous intéressaient un petit peu et qui soulèvent pas mal de questions. Je vais commencer avec Thinkerview. Vous êtes passé il y a maintenant 2 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu moins. 1 an et demi peut-être. Septembre 2021. 2020. 2021. Ouais, 2021. Ouais. Ok, bon. Très bien. 2 ans. 2 ans. Alors, j'imagine que vous n'allez pas pouvoir trop nous raconter de détails non plus, mais déjà, comment est-ce que ça s'est passé au niveau expérience de votre côté d'interviewer et de la part de cette communauté-là, est-ce que vous avez eu des retours positifs? Alors, vous avez dit tout à l'heure, en termes de prospection, etc., ça a été un envol, mais vraiment au niveau de la communauté, le retour des personnes, pas des entreprises. Ouais, l'expérience sur la partie interview elle était plutôt cool. Alors, sans divulguer plus que nécessaire, c'est quelqu'un qui comprend et qui connaît bien, on va dire, et je pense que ça s'est retranscrit dans les questions qu'il a posées sur la partie interview, qui comprend bien les enjeux de la communauté et qui a les codes de la communauté. J'en dirai pas plus.
Pour le reste, au final, les retours du côté de sa commu, on était initialement assez stressés parce que tu dis, ok, c'est quand même une personne qui interviewe du gros calibre, du personnage politique qui a l'habitude d'embobiner et d'enrober du discours ou de pouvoir faire l'anguille. Il sait les coincer, il sait les fatiguer sur 4 heures. Oh punaise! Qu'est-ce qui va nous faire subir? Bah, pour l'anecdote, on s'était quand même fait la remarque de tu passes entre du Mélenchon et du Premier Oui, ministre, et du l'ambassadeur chinois. l'ambassadeur chinois. Waouh. Et là, tu vois le tableau type, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et par rapport à ce que tu dis, tu te dis, mince, la communauté qui est derrière en termes de fact-checking, ils sont extrêmement énervés. Ils font des retours en live. C'est-à-dire que tu dis une connerie, tu te fais toper théoriquement quasi instantanément. Ce qui fait qu'en fait, sur les sources que tu avances ou sur le discours de fond que tu avances, tu as intérêt à être carré et ça sur tes appuis. Au final, d'ailleurs, il y a même un site justement qui référence, je crois que c'est captainfacts.io, etc., qui référence justement toutes les questions qui sont posées pendant l'interview. Je crois qu'on nous a rien reproché de faux. Il y a uniquement des précisions qui ont été apportées sur certains aspects qu'on avait écrits. Donc au final, en termes de commu, je t'avoue que ça a enlevé un petit poids au cœur quand on a checké un petit peu tout ça, quoi. Et puis dans tous les cas, la personne a été super agréable, nous a mis à l'aise aussi avant l'interview. Donc en soi, l'expérience 10 sur 10, gros frais. On a plutôt bien été accueillis par la communauté. Effectivement, quand on s'est lancé dans l'exercice, bon, déjà on avait un biais de situation, c'est que du fait qu'on le connaisse, ça ressemblait plus au niveau du format de l'interview, même si c'est une prise one shot, sans coupure, sans montage, etc. T'étais quand même, et si tu regardes le format, ça faisait un peu conversation entre potes, quoi. Ouais, C'était très informel et effectivement, on en rigolait tout à l'heure, mais mis à part la question, est-ce que vous allez voter? Je crois qu'il n'y a rien eu où il a tenté de nous déstabiliser. Après, en fait, on l'a fait avec la vibe de, on a une opportunité de partager un truc qui nous tient de ouf à cœur, à un nombre de spectateurs qu'on savait même pas plus mesurer que ça, parce que l'aspect algorithme, YouTube et stats, pas particulièrement familier. On va pouvoir le faire sur un format détente, et tellement détente que je crois que l'interview doit durer 2h30 ou 40, peut-être quelque chose comme ça. On les a pas vus passer, et la preuve en est, ce soir encore, on est sur un format plus de 6 heures d'interview parce qu'on est en version TLDR, parce que le sujet est tellement généreux que ça s'est fait. En fait, il y avait un peu d'appréhension préalable, ça s'est fait tout seul parce que c'était spontané dans l'échange et on s'est pas posé de questions. En gros, c'est quoi le hacking au 21e siècle? T'avais de quoi faire 9 heures d'émission. Et sur les retours qu'on en a eu, que j'ai noté de plutôt cool, alors il y a l'aspect business qui est une chose où effectivement ça s'adresse à un public un peu plus vieux et ça a amené pas mal de clients sur des profils plus jeunes. On a eu beaucoup de retours vis-à-vis des vocations que ça a suscité. J'en suis à là dans ma vie, je veux me lancer, je sais pas comment le faire. Vous avez des tips, il y a des tutos en ligne, plein de questions en fait de comment demain, si je veux devenir hacker et être recruté / reconnu en tant que tel, comment je peux faire? Et c'est plutôt cool parce que nous, ça nous a permis d'identifier là où il y avait des manquements. On a parlé tout à l'heure de tu veux te lancer dans le bug bounty, tu as le tuto de Jomar qui est dispo sur GitHub en open source et Dixo avec toutes les joyeusetés inhérentes à la stack administrative, etc. Et on s'est rendu compte avec cette interview que ce qui manquait sur GitHub, c'était un peu le starter guide de demain je veux devenir hacker, qu'est-ce que je peux faire? Et dedans serait inclus typiquement toutes les questions qu'on a évoquées ce soir. J'ai une question quand même, parce que Thinkerview, c'est une émission qui est à thème, et le thème, c'est un mec qui va essayer de te décaniller pendant 2-3 heures, potentiellement, qui va te poser les questions qu'il faut pas et qui va pas te lâcher. J'ai envie de dire, c'est pas commun comme format, c'est pas anodin. Un homme politique, quelqu'un qui est pas forcément dans les clous, l'intérêt est entre guillemets évident parce que tu montres un petit peu comment est-ce que tu te démarques, la différence de ton, tu peux faire essayer de faire passer entre guillemets ta propagande politique, etc. Donc là, pour eux, l'intérêt est 100% là. Pour vous, vous représentez votre entreprise, ok, il y a le côté hacker
représenter un peu le côté décalé du hacker, mais est-ce que vous avez pas craint quand même, en y allant, de vous faire mettre mal en fait par rapport à votre business? Au pilori. Un peu, ouais. Il y avait ce risque-là, mais au final, ça nous est passé. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça m'est passé complètement au-dessus. On y allait, c'était une conversation entre potes, et en fait, c'était juste le kiff de partager. Il y a un mantra qui revient, qui, je pense, c'est à transpirer à travers plusieurs propos ou échanges qu'on a eu ce soir. C'est le mantra du hacking, c'est sharing is caring. Partager, c'est prendre soin. Quand on se lance dans un truc comme ça, on sait pas où on fout les pieds. Si on y va qu'avec une approche de surprudence, on se retrouve à rien faire finalement. Là, on avait une opportunité un peu à la grecque ancienne d'avoir une prise de parole sur la place publique et de pouvoir échanger sur ce qu'on ressentait, comment on percevait les choses, quitte à se faire défoncer potentiellement sur des avis contraires, sur autres. Mais au contraire, enfin, dans tous les cas, même si ça avait été le genre de situation auquel on aurait fait face, c'est-à-dire des avis très vindicatifs, du bon shaming à l'ancienne sur YouTube ou toutes les dérives de cyberharcèlement qu'on connaît de nos jours, c'est pas grave parce qu'au final, on a pu partager un point de vue et dans tous les cas, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est on a ouvert un débat. Le hacking de nos jours, c'est quoi? Comment on le perçoit? Enfin, comment Victor le perçoit? T'avais 24 quand... Enfin, ça fait 2 ans et demi, mais t'avais 24 quand il est passé, si je dis pas de conneries. Ouais, si. Moi, je venais d'avoir 30. C'est comment on a grandi avec Internet. Pour nous, le hacking, c'est quoi? On n'a pas la science infuse. On sait dire merde ou on sait pas quand on nous pose une question compliquée. Par contre, justement, à partir de tout ce qui vient d'être échangé pendant les 2h40, venez vous foutre sur l'espace commentaire ou venez nous ping sur Twitter ou que sais-je, ou envoyez-nous un mail et venez faire part de votre avis et échanger avec nous. Parce qu'en fait, c'est ça qui... Enfin, d'une certaine manière, j'ai le ressenti que c'est un peu ça qui s'est perdu dans l'état d'esprit du hacking. C'est le partage historique. Et alors que paradoxalement, contrairement à il y a 15 ans en arrière, on n'a jamais autant trouvé de ressources et de tutos techniques sur le net qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais l'aspect vraiment, on ouvre le débat, on échange, on refait le monde et tout le bordel, bah, c'est une valeur vachement importante parce que c'est ce qui nous permet d'essayer de comprendre comment ça marche, d'essayer de détourner des fonctionnements. C'est ça en fait, c'est la stimulation réciproque de se dire bah j'ai pas la science infuse, mais par contre quand je suis tout seul je peux rien faire, mais quand on est 15 il y a moyen de faire des trucs rigolos quoi. C'est un peu ça, c'est de se dire bah on y va avec cette innocence là et ça marche pas, c'est un flop, la boîte s'écroule, ok. C'était en septembre 2021 et on était que 2 à l'époque. Dernière question sur cette interview, Thinkerview, enfin plutôt sur le contexte on va dire. En termes d'exposition et même d'obsèques, j'ai envie de dire que vous êtes à 2 extrêmes différents. Vous, on vous voit partout et on connaît votre entreprise. Thinkerview, c'est un peu de l'autre côté. Quel est votre positionnement là-dessus? Est-ce que pour vous, s'il y a une activité de hacking, il faut forcément que ce soit tout sous les feux des projecteurs? Ou est-ce que vous comprenez tout à fait ce genre de personnes type Thinkerview? Je sais bien qu'ils font pas du hacking dans leur émission, mais ce genre de personnes qui se coupent complètement des médias, en tout cas qui effacent leur empreinte, on va dire, pour essayer de rester dans l'ombre un maximum. Non, tout à fait. Bah, on est dans un monde qui est de plus en plus soumis à de l'expo médiatique constante. Enfin, le fait, par exemple, typiquement, de laisser absolument aucune trace, au final, c'est comme si tu apparaissais encore plus, parce qu'il n'y aura strictement rien sur toi. Si tu donnes trop sur toi, au final, bah, tu t'exposes beaucoup trop, donc tu te retrouves à, idéalement, te cacher on va dire, en pleine lumière, hein, hiding in plain sight, où bah, tu vas avec le flux. Donc, en fait, tu exposes ce que tu veux considérer comme étant public et ce qui n'atteint pas directement à ta vie privée. Et puis après, ce qui est vraiment ton cœur intime, bah, tu le gardes pour toi et tu l'exposes un petit peu moins. Est-ce qu'il faut tout mettre sur la place publique? Non. Et comme je disais tout à l'heure, réponse de Normand, mais il faut tout pour faire un monde. Il faut des personnes qui vont prendre le risque de s'exposer plus parce qu'ils ont un combat éthique, moral à porter et sur lequel il faut attirer l'attention et le feu du projecteur. Et puis il faut également qu'il y ait des gens qui travaillent dans l'ombre, qui se protègent ou simplement des personnes qui n'ont pas envie de s'exposer assez
feux-là, mais qui continuent à faire tourner le monde et qui constituent même très souvent une majorité silencieuse au final. Je pense qu'on a un petit peu d'ambivalence en interne, même si sur l'aspect médiatique, on est plutôt marqué. Tu remarqueras que sur tout ce qu'on a partagé, on a une segmentation qui est claire entre le quotidien à l'égard de nos clients, sur lesquels on peut être amené à toucher à des sujets plutôt très sensibles, et de ce qu'on peut partager publiquement, où effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, le bug bounty, c'est un prisme qui nous permet d'attester d'un savoir-faire technique. Par contre, jamais on envisagera de se servir de nos clients historiques, même s'ils ont un niveau de maturité certain, pour se dire bonjour, est-ce qu'on peut se servir de vous pour faire la pub auprès de tel prospect ou autre. Donc on est obligé d'avoir je dirais pas forme de schizophrénie, mais on est obligé de segmenter les deux approches. Une très communicante avec des références grâce au live event, qui est notre image de marque, et c'est une culture d'entreprise et qui permet d'attester d'un savoir-faire. Et l'autre qui, elle, est très secrète et sur laquelle on ne peut pas et tu ne nous verras jamais communiquer. Parce qu'effectivement, on est sur une approche très axée autour du secret de Polichinelle et on ne peut pas envisager la moindre violation concernant un accord de confidentialité vis-à-vis de nos clients, parce que c'est ce qu'ils apprécient en venant nous voir. Dans les médias, on part sur une autre interview. Vous êtes passé chez Micode, je crois que c'était l'émission, c'était Underscore. Et du coup, comment ça s'est passé et votre démarche pour aller dans cette émission, c'était plutôt pour apporter une parole pro dans une émission grand public, ou est-ce que c'était ou est-ce que c'était aussi de vulgariser un petit peu le sujet pour ce grand public et l'attirer un peu vers la cybersec? C'est un peu des deux, je pense, parce qu'effectivement sur le passage au niveau d'Underscore, parce qu'on a fait Underscore en premier avant de faire une apparition sur sa chaîne, je crois que c'est sa chaîne principale, je suis pas sûr. Ouais, tout à fait. L'apparition sur Underscore, la toute première qui a été faite, c'était sur la thématique suivante. Je crois que c'était le truc très cliché. Son métier, c'est James Bond, un truc comme ça. En plus, j'ai le droit à la miniature où Incroyable. on voit bien mon front quelque peu dégarni, mais bon, soit, ça c'est anecdotique. Il y avait une idée de fond, effectivement, c'était celui de partager tout ce qui est autour du pentest physique, dont on parle finalement assez peu. On voit. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main le nombre de confs tech en France où on voit par exemple un speaker qui vient et qui partage les anecdotes spécifiques à son pentest physique. On avait envie de pouvoir partager ça parce qu'on a la chance d'avoir, pour le coup de manière totalement anonymisée, des clients qui nous laissent qui nous laissent partager certaines anecdotes de ce qu'on fait en mission pour eux. On trouvait important de partager le pentest physique parce que même si le bug bounty, on parle je sais que dans les questions à venir, il y a l'événement le plus wahoo, etc. Et la Coupe du Monde en fait partie. Le pentest physique et les exercices de Red Team, quand tu as un client qui te dit go carte blanche les gars, c'est les meilleurs souvenirs qu'on ait. C'est là où tu repars avec un avis de recherche en gendarmerie. C'est là où, c'est des trucs, en termes de cohésion de groupe, c'est les trucs les plus formateurs et les plus kiffants possibles, quoi. Parce que tu es vraiment sur une approche un peu vislarde où tu prépares ton attaque, tu travailles en amont. C'est assez élaboré sur les scénarios qu'on déroule pour arriver à nos fins in situ. On a des strats avec plusieurs binômes où tu as le plan principal, le backup plan, le backup du backup plan et tout le bazar. Et en fait, intellectuellement, c'est ultra stimulant. Et le fait de se dire, en fait, ce métier existe et il existe et il se déroule de la sorte, on partage chez Gratos, intéressez-vous à celui-ci parce qu'au final, il y a une demande sur laquelle peu d'acteurs peuvent répondre. Donc c'était plaisir de partager en premier lieu. Ça s'est fait de manière totalement opportuniste parce qu'on les a pas sollicités, c'est eux qui sont venus vers nous. Ils sont venus vers nous toujours grâce à la communauté, si je dis pas de conneries, c'est Adrien Janot ou Isxo du coup qui nous a sollicité, puisque c'est à la fois un collègue / ami de Bitka
Donc Mika, je sais même plus quel est son prénom, c'est Lucas, si je dis pas de bêtises, qui avait été le premier à passer sur l'émission Popcorn de Domingo sur Twitch, et par la suite je crois qu'il a fait un passage également chez Micode pour parler du CTF de Google auquel il participait avec l'équipe de France et du fait qu'il avait refusé un job chez Google, enfin le truc assez sympa, et par la suite il voulait essayer de développer un peu les sujets cyber. Donc ils sont venus vers nous et puis nous on avait envie de partager, donc c'est le tournage c'est mercredi prochain, un truc comme ça, enfin ils te préviennent généralement bien sûr. Pas plus de 72 heures à l'avance, t'échanges avec eux, tu dis bah nous on a, ils te disent on a telle thématique ce mercredi en live, nous on a telle anecdote dans notre besace, donc écoute, on prend la bagnole et on débarque et puis on fait ça, ça va être rigolo quoi. Donc ça a été fait avec cette approche là, et même chose en termes de retombées, comme pour Thinkerview, tu sais pas en fait ce qui va dérouler derrière. Parce que tu le fais avec le kiff, tu le fais juste pour le plaisir du partage, et derrière tu découvres ce que ça implique en termes de retombées, et généralement t'es pris de court. Sur les recrutements, on s'est mangé une vague où on a été ridicule et on a eu honte, mais on a mis quasiment 1 an à pouvoir répondre à tout le monde sur les candidatures qu'on a reçues. Parce que quand tu te manges 400 candidatures dans la tronche et t'es 2 dans la boîte, déjà le temps de lire tous les CV, de comprendre ce qui se passe et autres, ça a été un carnage total quoi. Mais c'est les rebondissements inattendus tu l'as fait sans te poser la question de ce qui va tomber derrière, parce que c'est pas ce que tu recherches, et derrière il se passe ça. Sur internet, que ce soit YouTube ou même des tutos écrits, etc., on voit pas mal de choses en vulgarisation. On voit du très bon, on voit du moyen, on voit du très très mauvais. Et on se demandait jusqu'à quel point on peut vulgariser, voire même jusqu'à quel point on doit vulgariser pour amener le grand public à s'intéresser au sujet de la cybersécu. Bon courage Victor. Bonne chance. Allez. À quel point on doit vulgariser. Mais en fait, le problème, c'est que de manière intrinsèque, la sécu, qu'est-ce qu'on en a à faire tant qu'on ne voit pas le problème? Donc au final, le combat de fond de la sécu, c'est de sensibiliser, de faire rendre compte que oui, il y a un risque, et du coup qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour traiter ce risque. Le problème, c'est qu'à force de sensibilisation, à force de répétition de toujours les mêmes discours, on finit sur tu vois, un discours qui est... ça devient fatigant. Tu sais, j'ai entendu 1000 fois, j'en ai marre de lire mon poster en allant aux toilettes sur attention, ne cliquez pas sur le lien de phishing. Plus personne ne le lit parce qu'il est à côté de la machine à café. Et donc en fait, tu vois, pour moi, l'enjeu de challenge de la vulgarisation, au final, c'est pas juste expliquer attention, ma maman m'a dit de pas cliquer sur des liens, mais plus au final, tu vois, de faire d'intéresser et de passionner. Et c'est comme ça que tu rends le sujet, à mon sens, qui est un peu moins ennuyeux. Et c'est pour ça que tu vois, l'image et la casquette du hacker, elle est assez sympa, tu vois, en termes d'image ou de motivation. Parce que tu vois, ça donne envie, c'est vendeur. Et je trouve que c'est une bonne façon d'intéresser les gens à ce sujet de la cyber. Et d'ailleurs, tu peux t'en servir comme porte, non pas simplement comme sujet de vulgarisation, mais d'ailleurs plus comme une réflexion, et là désolé, on part sur des sujets philosophiques, d'approche vis-à-vis de sa propre vie. Et d'ailleurs du coup je suis en train de complètement cramer la suite sur la partie TEDx, mais ça te pousse vers une réflexion, on va dire, sur comment est-ce que je gère mes projets et mes problèmes au quotidien, et finalement comment est-ce que je peux avoir une approche un peu différente, tout en restant dans les valeurs du hacking qui sont le partage, l'amélioration, etc. quoi. Donc tu vois, ouais, pour moi on doit vulgariser. Le fait d'aller vulgariser une stack TCP/IP au grand public, ça sera pas forcément intéressant. Mais par contre, la démarche qu'il y a derrière et la logique et la façon de s'approprier le problème, pour moi, tu vois, c'est ça qui peut faire la différence. T'as le sujet aussi de... tu vas vouloir vulgariser en tant que, je pense, créateur de... ne serait-ce qu'en tant que créateur de contenu, j'imagine que vous posez vous-même la question de est-ce que ma vidéo elle est accessible, à quel point elle est accessible et quel type d'audience je vais cibler. Si tu veux atteindre tout le monde et concerner dans ton discours vis-à-vis de la cyber, même Madame Michu, 50 ans qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, oui effectivement tu vas faire des campagnes type ou du contenu sur lequel tu lui expliques que un lien de phishing c'est le fameux SMS de Chronopost qu'elle a reçu sur tout le mois de décembre. Donc en fait ça va...
dans tous les cas, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est la manière dont toi tu veux te faire plaisir sur le contenu que tu produis. Parce qu'au final, il faut tous les niveaux de vulgarisation. Il faut autant des chaînes IPSEC qui te font des tutos sur comment résoudre des CTF pour, je sais pas, des étudiants qui viennent de démarrer leur cursus et tu sais qu'à l'issue ils veulent faire du pentest ou du bug bounty. Il faut les vidéos YouTube de l'ANSSI qui fait un rappel très corporel sur les règles d'hygiène numérique avec pas du tout, enfin avec purement du surcouche et du vernis ultra vulgarisé, mais par contre qui va être accessible au plus grand nombre. Donc est-ce que le fait de trop vulgariser c'est une question à se poser? Non, parce qu'il faut qu'on arrive à conserver un modèle où il faut du contenu pour tout le monde. C'est la qualité qui fait la diff. C'est ça. C'est la qualité qui est la plus importante, ce que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a tellement de copies que l'information pertinente, elle est noyée dans une masse d'informations qui sont pas pertinentes. Et quand tu cherches un sujet tech qui est poussé, ou même un sujet, peu importe qui est poussé, tu te retrouves en fait à devoir te noyer, ou à affiner tes termes, ou à connaître les zones de recherche, pour en fait filtrer toute cette pollution. Donc en fait, c'est le seul problème de la survulgarisation et de la suraccessibilité à l'information, c'est qu'en fait, on pollue l'information qui est pertinente. Donc quitte à faire de la vulgarisation et la pousser très loin, go, mais go faire des trucs quali, et c'est ça qui fait la différence et qui est vraiment important. Mais de nos jours sur la cyber, il faut autant du contenu pour nous en tant que professionnels qui cherchons à se dire bah vas-y, il est 23h, je me fous au pieu, je vais mater la dernière conf de la DEFCON où le mec il explique son travail de recherche sur la dernière année, que du contenu pour je sais pas, pour ma mère qui s'est fait escroquer pour la 4e fois après avoir saisi ses codes de carte bleue enfin, je pense que c'est transverse et c'est pas le même public type et il faut qu'on conserve les deux. Alors effectivement, qui va toucher, enfin, quel type de contenu va toucher de la manière la plus large possible? Je pense que c'est le contenu hyper vulgarisé pour le coup par contre. Parce que effectivement, le travail d'éducation à tenir, il concerne autant les jeunes de 20 ans que les pauvres mamies qui sont siphonnées leur retraite et qui ont 70 ans quoi. J'ai une partie de ma question, je l'ai pas forcément vulgarisée, mais je l'ai pas forcément verbalisée, pardon, qui est que tu as quand même des contenus qui sont limites. Alors, ça peut être soit du contenu qui est tellement vulgarisé que ça en devient mensonger, c'est-à-dire en gros de la news putaclic qui te dit que l'espace, de toute façon, c'est de la merde parce que aucun mot de passe n'est safe, par exemple, tu vois, qu'il y a des backdoors dans tous les sens. Tu as des contenus aussi éducatifs, c'est-à-dire qui te permettent de te lancer dans la cybersécurité, qui te disent que en 3 mois, tu peux suivre une formation ou suivre une chaîne YouTube et devenir pentester et gagner 200K par an. Putain. Ouais, bon, j'ai exagéré bien sûr dans tous les sens, mais je veux dire, ça existe. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la limite et côté spectateur ou des créateurs, savoir comment détecter ce genre de choses et en gros pas se faire avoir quoi? Je pense pas que ce soit. Alors, c'est des dérives liées à notre secteur d'activité. On en a une vision peut-être pas biaisée, mais on a notre vision très nichée sur notre secteur de prédilection. Mais je pense que ça rejoint un sujet peut-être plus large autour de la désinformation. Aujourd'hui, tu ouvres Internet, tu fais de la recherche sur un sujet qui t'intéresse. Si tu sais pas chercher, tu te retrouves noyé dans un océan de bullshit avec où effectivement le contenu qui sera mis en avant en premier, c'est celui qui a soit le meilleur référencement, soit qui est le plus clickbait. Mais derrière, en fait, c'est des algos qui bossent derrière, enfin qui bossent et t'es un peu victime du contenu qui t'est proposé. Dans tous les cas, ce qu'on a perdu de vue et qu'on nous apprend à l'école, c'est quand vous faites des recherches sur Internet, c'est de la responsabilité de chacun que d'apprendre à croiser les sources et de manière généreuse, pas juste faire les 2 premières pages de Google alors que sur les 2 premières pages tu as 3/4 de Google AdSense, mais d'arriver à croiser les sources et à se forger un esprit critique pour comprendre quelle est l'information pertinente de celle qui l'est pas. Je pense qu'on n'est pas aidé avec la désinformation et tout ce que tu trouves sur le net. En plus, effectivement, de l'aspect clickbait lié à notre job où que des journalistes comme des créateurs de contenu vont peut-être aller chercher ce qu'on pourrait qualifier de contenu, je sais pas, sensationnaliste en mode on veut créer, enfin, tu sais, tu veux créer la hype sur une thématique genre j'ai piraté 3000 call centers ou j'ai démantelé un réseau de 80 000 escrocs outre-Atlantique.
Je pense que c'est pas la bonne approche que d'avoir ce sujet sensationnaliste parce que ça fait juste alimenter le sujet de fond qui est le hacking, c'est ultra facile, j'appuie sur une touche du clavier et en 3 minutes tout est piraté à travers le globe. Donc je suis assez mitigé là-dessus et je pense que les spécificités de notre job sont encore plus assujetties à comment on peut manipuler l'information de nos jours et on peut créer du contenu qui n'est pas pertinent. Donc une manière d'y échapper dans un premier temps, c'est déjà que chacun apprenne à recouper de l'information et soit dans l'autocritique constante vis-à-vis de ce qu'il consulte sur internet, sinon t'arrives à rien. Alors, ok, mais ça, on va dire, ça va marcher sur du contenu qui peut clairement être flagué, tu vois, vraiment avec des red flags assez évidents. Mais t'as tout un type de contenu qui est, je trouve, moi, bien plus pernicieux, c'est-à-dire qui va pas être dans l'exagération la plus atroce, qui va être juste à la limite de ce qu'il faut pas faire. C'est typiquement, on va te dire que, ok, tu vas pas gagner 200K, ok, tu vas pas y arriver en 3 mois. Par contre, si, je sais pas, en 2 ans, tu fais tout Try Like Me, par exemple, tu vois, tu es prêt pour être pentester, pas junior, hein, juste pentester, dans une des entreprises du CAC 40, peu importe. Tu vois, tu as ce genre de choses qui sont légèrement à la limite et que je trouve, moi, dangereux parce que derrière, tu as peut-être des gens qui sont, entre guillemets, en vulnérabilité financière, tu vois, dans leur vie ou quoi, qui vont se dire, bon, bah écoute, je mets 1 an, tu vois, de salaire de côté ou je sais pas quoi, et puis après, je me lance, je fais ça et tout, tu vois, qui montent des projets de vie là-dessus et puis qui se retrouvent forcément, entre guillemets, dans la panade parce que la sécu, c'est dur, tu vois, et c'est long, quoi. Il n'y a pas de... Entre guillemets, il n'y a pas réellement de raccourci, j'ai l'impression. Il faut bosser pendant pas mal d'années avant d'arriver à avoir un succès, quoi. Après, tu vois, c'est là où il y a l'humain qui intervient. C'est en dehors, effectivement, des articles mensongers, etc., le fait de se rapprocher et de continuer à encourager le fait qu'on ait une commu qui soit ouverte au partage et qui, je vais pas dire dénonce, mais en tout cas, on va dire qui remonte assez rapidement le fait que X, Y ou Z n'est pas forcément, tu vois, réaliste ou que c'est quelque chose de un petit peu trop prometteur pour être beau, c'est ça qui est assez intéressant. Typiquement, il y a des créateurs de contenu, comme ce que vous faites par exemple sur cette chaîne-là, ça vous permet d'avoir des gars de la communauté qui ont quand même un certain niveau de légitimité pour venir s'exprimer sur un topic. Et donc, tu vois, comme le disait Brice, tu investis une partie de ton temps personnel pour aller faire l'effort d'aller regarder, d'aller passer un peu de temps sur l'interview de tel gars, où bon, ok, globalement, la source m'a l'air plutôt de confiance. Ah, la patte blanche semble pas trop mal montrée. Ok, on va voir si on peut pas s'intéresser, tu vois, un petit peu à ce qu'il vient raconter. Et en dehors de ça, le reste de la commune reste quand même relativement joignable par DM. Donc tu vois, ça permet aussi assez facilement de se faire un petit retour très rapidement sur un topic un peu sensible. Et je me dis, vas-y. Après, je suis assez d'accord, il n'y a pas de solution miracle, dans le sens où ce genre d'abus, on l'a nous-mêmes perçu. Enfin, j'ai un exemple qui me vient en tête par rapport à ce que tu décrivais, c'est... alors pour le coup, c'est moins axé des informations ou putaclic, mais c'est les écoles qui te vendent de la formation miracle, qui disent viens chez nous pendant 3 ans, puis là je suis 1000 balles par an pendant les 3 ans, et à la fin, on peut te garantir que tu auras un poste de pentester où tu vas commencer une carrière à 70 000 € brut par an. Effectivement, c'est clairement de l'abus. Parce que, qui plus est, souvent ces écoles privées, tu te retrouves avec des cursus de formation où ils n'arrivent pas à choper les intervenants pour réaliser les cours. Les objectifs pédagogiques sont pas tenus non plus. Et tu te retrouves avec des gamins ou des gens en reconversion, parce qu'il y en a de plus en plus, qui claquent tout et se disent bah vas-y, la cyber ça marche bien, je change de carrière, je me reconvertis, et qui se retrouvent sur les 3 ans, bah effectivement, à prendre un crédit pour financer les 24 000 € de frais de formation sur un cursus scolaire à l'issue duquel il n'y a aucune garantie et c'est purement de la plaquette commerciale mensongère. En fait, comment tu peux annihiler ou réduire, comment tu peux annihiler ou faire en sorte que ces abus ne surviennent plus, je sais pas. Je sais pas parce qu'ils continuent de perdurer et malheureusement c'est un peu défaitiste de ma part, mais ils existent encore. Après, ouais, c'est se forger un esprit autocritique et même si c'est une démarche très locale et très ciblée, ce que disait Victor sur le fait de pinguer la commu, bah ça peut être une solution. Très bien, réponse validée. C'est non de
de très bons conseils. C'est vrai que là, c'est compliqué de faire la part des choses entre prendre des conseils d'un petit peu tout le monde et comment dire, ne pas accepter que tout soit simple, mais d'un autre côté, ne pas activer un syndrome de l'imposteur plus où tu te dis que de toute façon tu resteras une merde pendant 10 ans. Non. Et faut un juste milieu, quoi. J'ai été étonné, je ne savais pas avant cette semaine que vous aviez fait un TEDx. Et je l'ai regardé et comme un gros naze, je me suis dit tiens, bah, ils ont fait un TEDx façon classique. Donc je me suis fait avoir, bien sûr. Je vais pas spoiler pour les gens qui veulent aller se faire plaisir et regarder votre intervention. Elle est très sympa. Vous avez choisi une méthode un petit peu décalée. Pourquoi avoir choisi ça? C'était marrant. Faut qu'on raconte la backstory un peu, non? Ouais, bah vas-y, on lâche tout. Hein. De toute façon, il est Ok, 3h vas-y, du ça mat. marche. Ceux qui restent le... Enfin non, il est 4h du mat, donc ceux qui restent le plus longtemps ont le droit à votre juicy stuff. Ok, ça marche. Bon, en vrai, l'histoire, c'est qu'on a été invité à peu près au même moment sur 2 TEDx différents. En fait, faut savoir que t'as l'organisation de TED, mais t'as les TEDx, qui sont des événements qui sont organisés de manière indépendante. Donc en fait, chaque entité se retrouve avec une licence, et ils peuvent organiser avec cette licence-là leur événement TEDx, avec tu sais, la belle marque TEDx rouge. Donc en fait, on a été invité à 2. Donc un en région Bretagne et un du coup du côté de Nancy. En fait, on a commencé à bosser avec la région Bretagne. Et ce qu'on ne te raconte pas forcément sur un TEDx, c'est que derrière, on s'attend à ce que ton talk soit bien formaté, parce que tu fais intervenir des gens qui sont censés être intéressants, mais vu que tu fais intervenir des gens qui sont censés être intéressants, ils ont des profils qui sont très hétéroclites. Et vu que ça reste comme une marque américaine qui brasse de l'argent et qui a une image de marque, ils peuvent pas se permettre d'avoir des interventions lunatiques, on va dire. Et donc en fait, comment est-ce qu'ils font pour s'assurer qu'ils n'aient pas des interventions lunatiques? Ils te font comprendre gentiment qu'il y a un coaching. Mais t'as besoin de coach, ouais. Donc ils vont te mettre 6 coachs sur le dos. Et donc on a commencé ces séances de coaching volontairement, hein. C'est nous. Allez, Décidé là- volontaire. Lâche tout le traumatisme, vas-y, c'est bon. Tu vois, et du coup, donc ils se disent ouais, ne vous inquiétez pas, on sait bien que vous êtes bien occupés et tout, donc on fait ça de manière efficace. Donc l'efficacité, c'était sur 3 à 4 semaines, par séance de 2 heures, en fait, devoir se poser, devoir écrire de manière très scolaire son discours, puis les grands axes, et puis en fait le faire démonter pendant à peu près 2 heures à chaque fois, réécrire, pas lu, mal réévalué, une partie des coachs qui étaient pas là, des discours qui étaient changeants d'un point à un autre. Ça nous a fait chier, vraiment, ça nous a hautement irrité. C'était 6 réunions de préparation sur effectivement 2 mois glissants. Voilà. On a été polis. 6 réunions de préparation avec des coachs sur lesquels dès la première tu arrives en mode écoutez, vu qu'on est en mode tryhard, quand on a un challenge comme celui-ci, on prépare le sujet. Donc voilà, on vous a sorti un docx de 4 pages sur lesquels on a même été jusqu'à proposer sur les 10 minutes de présentation qui sont prévues une répartition d'Homer's Axe avec les punchlines, les blagues potentielles qu'on peut faire, les phrases de rattrapage si on est en sous-consommation ou surconsommation. Et là, il nous explique que ah non, mais en fait, on n'a pas lu votre docx parce que vous allez commencer par faire un canvas sur un espace de réflexion collaboratif en ligne. Vous allez commencer par mettre à plat vos idées, vous allez les dégrossir en fonction de dans quelle direction on vous aiguille pour arriver à identifier la thématique de ce sur quoi vous allez parler. Oui, mais on vient de vous proposer un docx, on vient de vous proposer 3 scénars sur 3 thématiques différentes. On a rédigé tout le script, il y a 3 pages de setup, quoi. Non. Ils n'ont pas lu. Oh là là. Ils l'ont pas lu. Ah, mais du coup c'est pas ton talk, c'est le leur, quoi. Non, t'es ultra orienté, je te confirme. Et tu sais, ça te fait gentiment comprendre que ouais, on aimerait bien que vous parliez de ça quand même. Puis vous pouvez pas aborder ça un peu plus sous cet angle-là. Ça commence à rentrer dans des termes techniques du style il nous faut plus de call to action et et des trucs. Très bien. Puis, Donc on a commencé à vriller. On disait ouais, mais tu comprends, il y a 5 ans, il y a un intervenant qui a déjà fait de la cyber et tout, donc ça va être un peu redondant ce que vous avez raconté. Okay. On en a eu marre, on a été poli, donc on a dit écoutez,
vous savez ou quoi, vous avez raison, ça aide à être redondant, on va pas vous embêter plus que ça. Donc on a un autre super intervenant si vous voulez, qui sera plus pertinent que nous. Donc on a mis en relation la personne en l'occurrence qui a fait un super talk là-bas, je crois. J'avoue que j'ai pas suivi la suite de l'histoire, mais je crois qu'il a fait un super talk. Mais dans tous les cas, on avait le TEDx de Nancy qui était organisé en parallèle, avec au final une orga qui était tout à fait différente et des profils de coach qui étaient tout à fait différents. Et en l'occurrence, cette personne-là, ce coach-là, ça faisait un petit bout de temps qu'il était dans le milieu, il a accompagné pas mal de speakers, mais tu sais, sur des formats qui étaient très différents, pas juste du TEDx, vraiment sur de l'entreprise. Enfin, c'était quelqu'un de vraiment très humain, très ouvert, et qui lui avait bien compris que, en fait, si on fait venir des hackers, il faudrait peut-être pas qu'on s'attende à un format conventionnel. Et il nous a dit, en fait, vous avez carte blanche. Très dangereux ça. Ouais, je confirme. Ouais. Donc forcément, ça nous a plu, on a redoublé d'efforts, et du coup, on a énormément bossé avec Zax, on a fait beaucoup de répètes sur l'établissement, la création du format, etc. On lui a montré ce qu'on faisait, et en fait, il nous disait, bah, c'est juste génial, et ce qui est le plus important, c'est, ok, il faut votre call to action, but, tu vois, le plus important au final, c'est que vous vous plaisiez et que vous arrivez à transmettre le message que vous voulez. Donc en fait, son rôle cette fois-ci en tant que coach, c'était plus de me dire, moi en tant qu'observateur extérieur, voilà le message que j'en tire. Et voilà en gros moi ce que je vois, si vous voulez clarifier cette end zone, ou voilà, attention à votre posture, tu vois, en fait tout ce dont tu as besoin quand il faut que tu interviennes de manière publique. Et ça finit en QR code sous les baskets. Chut. Ah, t'es Là, mute, t'es mute. On s'est effectivement retrouvé à faire un TEDx à Nancy sur un format de TEDx qui devait avoir une portée peut-être 100 fois moindre que celui qui était initialement prévu, qui était celui de Rennes, où c'est Sax finalement qui est intervenu et qui a été sélectionné, parce qu'effectivement un binôme qui fait un ping-pong c'est pas ouf pour l'image de marque, nous ont dit les coachs. Donc, c'est pas... Mais il y en a eu qu'un seul qui a eu la décence de se ramener à la réunion pour dire bah, en fait on annule après tout le travail que vous avez fait. Et on s'est retrouvé à faire celui de Nancy en carte blanche, qui a été un flop monumental je crois en termes de visibilité, mais on s'en fout parce que juste pour l'exercice c'était trop fun. Où on a pu effectivement déjà pas faire un TEDx comme on l'attendait, à pouvoir sur le PowerPoint les crafter pour cacher des easter eggs de loupiotes vertes qui clignotent sur les slides qui sont passés à l'écran du TEDx. Donc ça fait Hack the Planet si vous regardez le TEDx codé en Python le matin même à l'arrache et en intégration sur le PowerPoint dans la foulée. À Ça, pouvoir c'est bon. scotcher sous les tables de la salle de conférence nos cartes de visite. Parce que ça aussi c'était quand même assez culotté parce que t'avais plein de trucs ultra sérieux, ultra corpo. Et on était en vrille totale donc c'était cool. Et à cacher je crois un total de 6 QR codes entre la semelle, l'ordinateur, le globe terrestre et j'ai oublié les autres. Manqué un peu partout. Qui redirige vers 6 liens différents de BZDunt et te permettent de résoudre un easter egg. Ouais. Ok, sympa. Vous avez eu des retours du public sur place? Il y a du public sur place, ouais. Ouais, il y avait un amphithéâtre, vu que c'était dans l'école des mines de Nancy. Et du coup, les gens avaient apprécié, parce que tu sais, c'est un format qui est un peu qui est un peu différent, qui est assez léger, qui est sympa à suivre. Parce que quand t'es en présentiel, c'est au final, c'est quasiment, je vais pas dire c'était un stand-up, parce qu'on était assis quasiment toute la conférence, mais tu vois, c'est l'approche comédique et théâtrale était bien appréciée, quoi. Ok. Bon, Après, on spoilera pas, mais sur le reste, vas-y. ça reste du TEDx, donc c'est, je dirais pas que c'est surcoté parce que ce serait vachement pédant ou dans le jugement, mais c'est moins waouh que ce qu'on s'y attend en fait, même si c'est une chaîne qui effectivement, je crois, a des dizaines de millions de followers. C'est pas, ça déclenche pas l'effet waouh en termes de visibilité, c'est bien moindre que le reste des actions de com qu'on ait fait. Mais pour l'expérience et le fait de se dire tu fais un événement de ce style-là et on te file carte blanche, c'était juste le kiff du c'était le kiff du troll, hein, très clairement. C'était le luxe de se dire putain on a le droit de faire ça. En tout cas c'était réussi, hein, comment dire. Moi quand je vous ai vu démarrer dans ce mood là, j'ai compris ce qui allait se passer.
Et je me suis dit, waouh, ok, là c'est culotté parce que c'est pas un exercice facile, tu vois. T'as mille et une façons de rendre ça cringe, genre pas rythmé, chiant, tout ce que tu veux. Et non, ça tient bien, donc bravo, très bien. Bah, merci. Bah, nous, on a kiffé. Bon, par contre, tu vois, en termes de, de soft skill, ça a été un super entraînement. Entre les répètes, la prise de parole à l'oral, la posture et tout le bazar. Sur le coach qu'on a eu, alors le premier, on était en déphasage complet, mais sur le deuxième, ça nous a apporté pas mal de trucs, ouais. Ouais, puis en fait, une des raisons pour laquelle aussi, je pense, ça n'a pas fait, on avait trop cringe ou malaisant, c'est que on est resté dans la vibe de la conversation entre potes. Et finalement, c'est une formule secrète. C'est la formule magique, entre guillemets, qui te permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu mis en scène, mais au final, sur un fond qui est réel et c'est des interactions qu'on a vraiment. Tu vois. C'est pas forcé en mode mais dis-moi, Jamy. Messieurs, on va enfin se diriger vers la conclusion. J'allais dire de cette soirée, mais non, de cette matinée. Il est 4h du matin, c'est parti. Alors, vous connaissez déjà les questions de cette section-là, mais c'est là où on va vous attendre. Et c'est le plus croustillant. Et on va commencer par votre pire expérience. J'aimerais que vous me racontiez donc votre pire expérience. Peu importe ce que c'est, ça peut être ce que vous avez vécu avec BZN, ça peut être du bug bounty, des compètes, des passages dans des médias, peu importe. C'est à vous. Bon, je te laisse commencer. Ah, la pire, c'est difficile. Non, vas-y, je vais tricher, je te passe la balle. Je repeaufine un peu ça. Alors, je pense la pire expérience, enfin, c'est du cheat parce qu'on l'a déjà un peu évoqué, mais ouais, effectivement, je pense la considération et les situations de malaise avec tout ce qui est acteur presse slash journalistique. Sur les punchlines que tu peux te manger en début d'interview, fin d'interview ou hors interview, où des fois tu passes même 1 heure ou 4 heures à tourner avec eux pour un truc qui passe en 2 minutes à la télé ou autre. Et les mecs te lâchent quand même des punchlines où tu comprends qu'ils ont rien écouté du message de fond que tu cherchais à passer pendant toute l'interview. Et ça donne lieu à des situations assez caustiques. J'ai des pépites plus croustillantes, mais je pourrais les transmettre qu'en off. Parce que je pense que ce soit du Twitch ou du YouTube, c'est sûr ça finit censuré. Mais vis-à-vis de certaines journalistes qui sont venus à la maison, effectivement on a eu du très très lourd. Mais je peux pas, enfin je suis obligé de faire preuve de réserve malheureusement. Ouais, en désagréable aussi, t'as un autre aspect qui est celui de la condescendance. Genre, tu vois, on essaie d'être, je pense dans l'approche qu'on a, on essaie d'être relativement humble, assez accessible. On évite de secouer, comme je disais tout à l'heure, l'e-pénis à tout va. Mais ça arrive très régulièrement, ça arrive trop fréquemment même, à mon goût. Alors, j'exagère, je suis un peu marseillais, mais ça arrive quand même encore assez fréquemment que, en fait, on te prenne vraiment de haut. Tu sais, en mode. Ouais, mais du coup, les petits jeunes ou les petits pecnos, tu vois, il y a un jugement soit sur l'apparence, soit sur ce qu'on on a des têtes de gamins, hein, concrètement. On a des têtes de jeunes. Et tu sais, parfois, tu te prends vraiment, on va dire, tu te fais parler d'eau pendant un bon petit moment, quoi. Et toi, t'es poli en face, parce que ça sert à rien d'entrer, tu vois, dans une approche conflictuelle, ça apporte rien de particulier, donc tu ronges ton frein, tu ronges tes nerfs, et puis tu essaies de faire comprendre avec pédagogie que tu faisais peut-être des cartes perforées dans les années 60, mais tu vois. Si, du coup, si, j'ai un exemple qui me vient en tête. La Banque de France il y a pas longtemps, mais on n'y était pas, mais c'est le reste de l'équipe qui nous l'a restitué. On tapait un pitch à une école brestoise locale pour présenter la boîte, le modèle économique, etc., etc. On n'y était pas avec Victor, mais du coup c'est tout le reste de l'équipe qui était à l'event et qui s'est mangé mais la daronade du siècle par des acteurs de la Banque de France, qui à l'issue du fameux pitch pour présenter la boîte, etc., ont débarqué. Alors
Le pitch s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a quand même déjà 2 ans et demi d'activité, etc. Et ils sont venus pour effectivement nous faire une daronade sur le fait qu'on n'était pas forcément dans la capacité à tenir nos comptes financiers en interne, sur le fait que en tant qu'acteur de la Startup Nation, finalement on était bon qu'à faire des levées de fonds à plusieurs millions d'euros et rien d'autre, alors qu'on est en pure croissance organique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait et la manière dont on croit, on n'a pas d'investisseur externe, c'est payé de notre poche et c'est investi de notre poche. Et une daronade des enfers, mais avec une belle revanche et une belle conclusion à la fin, c'est quand tu commences à leur lâcher, mais non mais en fait ça, il n'y a pas besoin de nous l'expliquer parce que tu es en train de enfin l'acteur en question était en train de nous expliquer comment il fallait procéder, s'il fallait souscrire pour une raison X ou Y à un crédit immobilier dans le cadre de l'achat des locaux, chose qui était déjà torchée depuis plus de 3 mois, sur le fait de prendre en considération des marqueurs et d'être en capacité de calculer, mais vous savez calculer votre chiffre d'affaires, hein, vous êtes bien sûr, enfin des anecdotes de ce style-là où tu expliques, mais non, mais en fait, on a du pilotage financier qui est en place depuis plus d'1 an et demi. Mais effectivement, ça rejoint le discours que tenait Victor, c'est des fois, tu vas avoir des gens qui viennent te voir avec une condescendance suprême, qui vont pas écouter ce que la boîte a fait sur ces 2 années et demie, mais qui vont venir en mode, je suis là pour t'expliquer la life et je vais pas écouter ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai raison. Et c'est dommage parce que en fait ça permet pas d'ouvrir un dialogue constructif où on n'a aucune prétention à se dire qu'on est les meilleurs du monde, mais parce que on n'est que 10 et que on fait les stats qu'on fait et puis on sait pas où on sera dans X années. Mais dans tous les cas, tu continues de te manger des acteurs de ce style-là qui viennent te voir en mode écoute, je sais pas d'où tu sors, mais par contre moi je suis là pour t'apprendre la vie et t'as intérêt à écouter ce que j'ai à te dire parce que c'est du gold pépite et en fait c'est pas ouf. J'en ai une autre si tu veux, et du coup ça fera peut-être le corollaire avec la meilleure, parce que c'est une pire expérience, mais elle est marrante. C'était de l'intrus physique, de toute façon on en aura une autre après à raconter en top sur l'intrus physique, mais sur une des pires, c'était, on avait bien préparé la mission, c'était sur un déplacement pareil à l'étranger, mission physique, site industriel, donc ça donne un petit peu le contexte général, donc pays nord-est Europe, on va dire, donc ça te pose aussi le contexte en termes de culture et d'ambiance. On avait bien préparé le tout, tu sais, les photos satellites, le street map, le stalking des employés, les photos, les réseaux sociaux, tu sais, toute la topo bien parfaite, le discours bien rodé, tu sais quitter, tu sais commenter, tu sais comment t'arrives bien sapé, à quelle heure les gars pointent, à quelle heure est-ce qu'ils referment, etc. Tout carré. Donc, pays étranger, on parle pas la langue locale, mais ils parlent bien anglais, donc c'est pas un souci. On se pointe sur site. Déjà, on s'aperçoit qu'ils étaient déjà sur site, donc les informations qu'on a récupérées étaient erronées. Donc déjà, tu vois, c'est pas ouf, t'arrives pas avec le flot d'employés, les gars sont déjà en train de travailler. On avait vu à peu près la tenue, donc on se sape similairement. Donc c'est sur un site industriel, donc tu viens pas, soit tu viens en costard cravate, soit tu viens en bleu de travail, quoi. Donc on avait pris l'option bleu de travail. Bleu de travail, gilet, etc. Et évidemment, ils avaient changé de tenue entre temps, donc on était les 2 seuls idiots sur un site à être sapés de manière complètement différente des autres. Et tu sais, pas juste différent, genre pas la même couleur et tout. Non, les gars, ils avaient la tenue complète, donc tu sais, ils avaient le bas, le haut, le petit logo qui allait bien, etc. Tu vois, tout parfait. On s'est aperçu que la date de l'intrusion avait fuité. Que du coup la direction qui ne devait pas prévenir les équipes sur site avait prévenu les équipes sur site parce qu'ils voulaient nous gauler. Donc résultat, tête de coco qui arrive sur le site, qui font un petit tour, qui rentrent là où les employés travaillent avec du coup tout le matos industriel. Donc c'était en extérieur. Et en fait, eux, ils s'étaient passé le mot sur site et ils s'étaient dit, bah attendez, les deux cocos, on va les choper. Et donc, évidemment, ils étaient déjà postés, notamment sur des passerelles en hauteur, sur les sites industriels, tu sais, t'as des grandes passerelles mécaniques. Ils étaient comme ça. Et presque, ils étaient trop contents de nous voir, tu vois. Et ils nous disaient, hey, you! En disant en mode, c'est moi qui l'ai chopé en premier. Donc, on s'est fait toper comme ça. Alors, par un coup de Trafalgar que je vais passer sous silence, on arrive, on va dire, à blablater. Ouais, c'est par là l'accueil, on y va. Penses-tu? On n'allait pas du tout à l'accueil, donc finalement, petit coup de Trafalgar,
on zigzague un petit peu, et donc là, on rentre vraiment dans le site industriel en lui-même. Donc vraiment, on ouvre enfin, dans l'intérieur du hangar, donc on ouvre la porte, on commence un petit peu à marcher, et puis là, c'est la même chose. T'as deux pélos qui sont pas du tout habillés pareil, qui ont pas les mêmes têtes que les autres. Les gens se retournent. Et là, tu te retrouves en face d'un viking. Donc, viking, tu vois, 2,20 m, aussi grand que large, crâne rasé, mâchoire, tu sais, mâchoire carrée, le dragon dans Skyrim, tu vois, qui hurle un truc dans un langage que tu comprends pas. Mais tu sais que c'est pas gentil. Et qui te pointe du doigt. Donc tu sais qu'il te parle à toi, et qui te dit quelque chose qui est pas gentil, et qui te fait signe de venir ici. Donc on est auditeur, tu sais, on n'est pas vandale, nous on est compliant, on est gentil. Donc effectivement, pour la sécurité immédiate, on se met à suivre la personne. On la suit et il nous fait comprendre que en fait elle va pas nous lâcher tant qu'elle nous a pas amené au poste, tu vois, poste auquel elle voulait nous amener. Il y a mon binôme à l'époque, quand lui il regarde ailleurs, donc tu sais, tu fais regarde œil, regarde ailleurs, toi. Il me fait ouais, ok, j'ai compris. Donc tu sais, tu fais un premier virage, donc tu dis putain, il a pas snipé l'occasion. C'est pas grave, deuxième virage. Ah, le mec a toujours pas snipé l'occasion. Merde. Et troisième point, bah t'arrives à une porte. Donc tu dis bah écoute, le mec ouvre la porte et il nous fait passer devant. Enfin, ou alors le mec va pas ouvrir la porte et passe en premier. S'il te plaît, fais que ça ce cas-là. Donc le gars ouvre la porte. Mec, dégage. Il hésite. En hésitant, le mec s'arrête et il nous fait passer devant. Donc moi je passe en premier. Et le gars se dit mais ils étaient deux. Et tu sais, t'as vraiment le petit DTT de 1 seconde du. Ils me prennent vraiment pour un con en fait. Le mec se retourne, se remet à hurler un truc incompréhensible. Mon partenaire à l'époque, il se fige. Ok, pas de soucis. Et effectivement, voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait gueuler. Enfin, tu vois, c'est le symptôme unique de. Enfin, c'est vraiment là, c'est le cas type du. T'as tout préparé, tout se passe mal, tu te fais, désolé du terme, mais tu te fais bolosser de A à Z. Et oui, ok, pas de soucis, je suis. C'est de la déception, c'est du stress sur le coup, mais ça fait des super anecdotes à raconter après. Donc, je dirais peut-être pire expérience d'intrusion physique, c'est quand tout est chaîné pour que juste tu foires. C'était une très bonne mauvaise expérience. La meilleure expérience maintenant. Ah, ça, on a déjà triché. De mon côté, c'est Coupe du Monde. Coupe du Monde, Coupe du Monde. Ouais, Coupe du Monde pour la dynamique, l'effet waouh, l'aspect cohésion de groupe. Enfin, c'est Coupe du Monde. J'ai kiffé. Ouais, la Coupe du Monde, c'était vraiment fou, parce que la remontada du. Tu sais, on démarre très lentement, deuxième semaine, on a failli se faire éliminer à 2 points près, ridicule, puis troisième, quatrième semaine, un delta de points monstrueux par rapport à l'équipe. On a fini la Coupe du Monde, ils ont arrêté de compter les points. C'est-à-dire, ils ont arrêté de compter les points parce qu'ils se sont dit, bon, attends, ça va prendre trop de temps, et dans tous les cas, ils pourront jamais rattraper en face. Donc en fait, ils ont arrêté de compter, et ils ont fait, bon, c'est pas grave, on s'arrête à 400, vous avez 2 fois plus que l'équipe adverse. SVP arrêté. Et c'était assez sympa parce que tu dis, bah, en plus, t'arrives, tu pointes le drapeau français, c'est génial. L'intrus physique, on en a raconté, hein, le chaînage tout Securitas, il était vraiment marrant. T'avais tout lockpické, Zax. Ah, un truc physique, c'est en fait, c'est des anecdotes, mais il faudrait limite une émission dédiée sur le sujet. Mais si on essaie d'en retenir une ou deux, c'est tout lockpick, effectivement, sur un site industriel à la vue de tout le monde, déguisé Victor en agent Securitas avec ce qu'on chope dans le coffre-fort et passer la journée sans se faire gauler. En plus, en bonus, les plateaux repas offerts le midi par la secrétaire un peu trop généreuse et accueillante de effectivement des prestataires de services légitimes. Avec un Victor déguisé en Securitas, Brain, le vrai agent de Securitas, qui est sur site, en lui disant qu'on est mandaté par le siège pour faire un audit des caméras sur du protocole Bluetooth, enfin un truc sorti par notre stagiaire à l'époque, mais complètement mensonger et honteux. C'était improbable que tout ça puisse s'enchaîner. Enfin, pour le coup, c'est l'antipode du scénario que Victor a décrit précédemment. C'est comment un truc aussi grotesque puisse passer avec autant de facilité.
Sinon après des trucs genre les sessions de phoning aussi quand tu fais du pentest physique et qu'effectivement tu usurpes l'identité d'un tiers et que tu tapes un peu trop la confiance en ayant un gars du PC sécurité au téléphone en disant ah salut Gilles parce que tu l'as stalké sur LinkedIn et qu'il est persuadé que t'es le gars de l'IT et que tu le tutoies avec le plus grand des culots dès le début alors qu'il se rend compte de rien et qu'il reconnaît pas que c'est pas la bonne voie. Et tu lui dis non mais les gars là c'est bien moi qui les a envoyés, écoute c'est la merde au siège, j'ai changé de prestataire en urgence, on a un pet, tu peux les emmener où tu les emmènes d'habitude? Ah la room 730 avec les serveurs dedans? Ouais c'est ça ouais, vas-y emmène-les là. Où ils te lâchent toute la et enfin des trucs que tu te dis mais comment ça passe? Bah comme ça. Donc pentest physique c'est des bons souvenirs aussi ouais. C'est des sacrés fous rires. Bah c'est sacré fou rire. Il y en a une aussi qui est vraiment gratinée. C'est elle rentre à la fois dans la pire et la meilleure. Plus dans la pire que dans la meilleure, mais dans la meilleure, c'est peut-être la pire. C'est la fois où on est rentré dans la banque. Tout au début, on se connaissait. Dans la banque? Poon, site principal, tout. RCE, les filles, tout. Tu te rappelles le plus gros scam? Ouais. Ok, bon, vas-y. On détaillera pas, mais effectivement, on a fait le. Faut qu'on restreigne le choix parce que sinon on va pas s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, dans le film Hackers de 90, où ils disent si tu veux être un vrai hacker, faut que tu avec le Gibson, bah là c'était ça, mais avec une banque. Ouais. Sauf qu'on n'a pas été payé. Donc c'est pour ça que c'est les meilleurs souvenirs, dans le sens où c'est vraiment fun de te dire ok, on a pété une banque. Pire souvenir, on a rien eu, pas un copec. Bravo. Il y avait un petit problème sur le bug bounty, ouais. C'était un bug bounty, je vois. Très bien, ouais, c'était ma question là qui arrivait. Ouais, okay. Je pense que c'est tout, ouais. Ah, on va s'arrêter là, sinon on va divaguer pendant pas longtemps, que je veux bien tirer les 20 dernières minutes pour faire le symbolique des 8 heures. Hein. On n'a pas fini, hein. T'inquiète, on n'a pas fini. Ouais. Il y a une petite question qu'on pose à nos invités aussi. C'est est-ce que vous auriez un invité particulier à nous conseiller? Ouais, on en a papoté. On a l'embarras du choix. MPGN sur donc X64 ou alias Flibustier, effectivement créateur de Crackmap Exec est assez perché, mais c'est un perso avec lequel on a pas mal papoté sur l'année, puisque globalement on a eu des débats de fond assez intéressants, et puis je pense que vous ça peut vous intéresser. C'est quand même un mec qui juste pour le fun et sur son temps libre participe à l'un des tools qui est utilisé sans contrepartie financière par je ne sais combien de boîtes de pentest en France. Et son tool, au-delà d'être une tuerie, c'est le dévouement qu'il y applique sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles tu as un vrai débat de fond. C'est les mecs qui se font chier à sortir des trucs open source de la sorte. Est-ce que finalement il faudrait pas plus de boîtes de pentest qui soient gratifiantes et qui essayent de porter le développement de ce genre d'outils qui sont utilisés dans un contexte professionnel, donc des boîtes qui font de l'argent avec, et sur lesquelles, sauf erreur, et je le laisserai compléter le propos, je crois qu'on est les seuls à lui avoir proposé de mettre un peu d'argent dans le tool, parce qu'on lui a dit, écoute, nous en pentest là, on est les premiers à l'utiliser, et ça nous simplifie la vie x10 quoi. Donc j'ai MPGM en tête. On a une petite shortlist, hein. On a une petite shortlist, Bitcar, on l'a évoqué tout à l'heure. Pareil, une brutasse technique, c'est pareil. Il y a un de ses copains qui s'appelle Sakir aussi, qui est vraiment excellent. Ensemble, ils ont déjà sur un point de vue technique, ils sont de quoi remplir du contenu pendant des heures et des heures. Il y a un gars de la commu qui s'appelle Jitofap aussi, qui est vraiment super sympa, un pentester de la vieille école, qui a vraiment bien connu, bien retracé toute l'évolution du pentest en France, qui fait plein de bug bounty maintenant, un mec en or, vraiment. T'as Nicolas Grégoire, aka Gary FR sur la formation, celui qui fait la formation Burp notamment. Pareil, un vétéran qui a publié tellement de travaux de recherche, c'est une pépite française. Il y a FreeSec, Bug Bounty, mais je sais que lui il est plus, il est beaucoup plus privé. Très simple, hyper sympa. Je sais pas s'il fait un peu de public là-dessus ou pas.
les gars originaux de chez Yasuyak, ou de la Nuit du Hack, t'as Freesec, pardon, excuse-moi, je te dis des bêtises, Freeman, t'as One More, ces gars-là, c'est des légendes aussi. Non, en termes de shortlist, ouais, il y a un peu de monde. Dernière sollicitation, et après on va enfin vous foutre la paix. Est-ce que, alors chacun du coup, est-ce que vous auriez des conseils pour les nouvelles générations de la cyber qui nous regardent? 3 maximum s'il vous plaît par personne, sinon on va pas s'en sortir. Ouais, j'allais dire 3 mots maximum, mais le credo de fond, Axe the Planet, Sharing is Caring, ça marche aussi. Donc ça va, c'est 2 mantras assez simples qui, je pense, permettent de conclure sur cette soirée. De manière complémentaire, s'il fallait en faire une dernière un poil plus philosophique pour le 13e point, c'est je pense qu'il est important, comme ça a été dit, de conserver l'état d'esprit du hacking, d'essayer de le transmettre et de l'améliorer pour les générations futures, parce que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans 10 ans, ils en auront 30, que ce sera leur taf de faire ce dont on a bénéficié nous et ce qu'on leur a transmis, de faire exactement la même chose vis-à-vis de ce qu'on leur a transmis et de ce qu'ils ont reçu, pour préparer la génération qui suivra. Ça fait partie, je pense, des rares sujets sur lesquels on a autant d'historique en termes de transmission de valeur et de partage. Et ce serait dommage qu'on perde ça de vue avec le monde dans lequel on évolue et on grandit, surtout dans des domaines comme l'IT qui vont de plus en plus vite. Donc faut ne pas oublier ça en fait, c'est tout. Ouais. Bah, j'ai d'être assez redondant, mais on a un cœur de métier. Enfin, on a un métier dont le cœur c'est la passion, et il faut pas le perdre de vue. Enfin, riche, pauvre, peu importe, tu sois millionnaire du bug bounty ou pas, c'est un métier de passion. Il faut juste profiter du fait et être reconnaissant du fait qu'on peut aujourd'hui vivre de ce métier-là. C'était pas le cas il y a pas si longtemps. Et comme le dit Brice, sharing is caring. Faut continuer après j'arrive du coup à mon deuxième conseil, à protéger ce joyau, à passer le flambeau. Donc si vous vous formez grâce à ce que d'autres ont partagé, passez la flamme. Si vous profitez de ce que d'autres ont construit avant vous, passez la flamme. Et si vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous fallait, construisez-le et passez la flamme. C'est vraiment super important. Et le dernier, c'est résilience. On est sur un monde où, tu vois, on peut débattre sur le fait que les nouvelles générations sont de plus en plus stressées. Interconnexion, enfin, de plus en plus de connexions, tu vois. On est dans un contexte géopolitique qui est super changeant. On sait pas où on va. Par contre, la seule chose que tu emporteras toujours avec toi, c'est ton savoir et ta résilience. Et si là-dessus tu as les épaules pour suivre et survivre, emporte ta résilience avec toi, partage avec ta communauté, et c'est comme ça que le flambeau continue.